Bon, ben, merci à tous. Je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous. Le Welcome City Lab est quelque chose, bien sûr, de très important dans l'industrie du tourisme français, sinon parisien. Et donc, c'est vrai qu'on a une attention toute spécifique vers les adhérents du Welcome City Lab à l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Et d'ailleurs, vous avez aussi ces adhérents du Welcome City Lab ont des introductions tout à fait spécifiques pour adhérer à l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Donc, je vous y invite amplement. Alors, c'est une présentation que je vais vous faire aujourd'hui. En fait, l'Office du tourisme, j'ai une petite slide, donc je vais commenter plutôt la slide, mais on travaille des marchés à l'étranger. On travaille des marchés à l'étranger, mais des marchés qui sont particulièrement ciblés. On travaille une dizaine de marchés simplement. On cible énormément nos actions, questions humaines, questions financières, et puis questions stratégie et rentabilité et efficacité. Donc en fait, on travaille essentiellement des marchés difficiles d'accès. Et on travaille ces marchés avec nos professionnels parisiens. Donc l'Office a plus de 2000 membres, 2000 adhérents. Donc il y a des adhérents qui voyagent, il y a des adhérents qui ne voyagent pas. Mais ceux qui voyagent, on les emmène avec nous et on fait des belles missions de prospection, de développement, de rencontres avec les principaux tour opérateurs. Donc les marchés essentiels que nous travaillons, donc évidemment c'est le marché chinois. Donc là, je laisse la présentation, je détaillerai avec la présentation. On a le marché russe. Donc très important, depuis 14 ans que nous travaillons tous les ans ce marché russe qui est très important pour la capitale. Et cette année, pour la première fois, nous sommes allés au Kazakhstan et en Azerbaïdjan. Donc on en revient, je suis rentrée au bureau mardi matin, donc vraiment une très très belle mission aussi avec de belles perspectives sur ces deux territoires de la CEI. Et puis sur la Russie, bon évidemment on a une petite baisse, mais c'est un marché très important avec environ 300 000, 350 000 visiteurs russes par an sur Paris. Aujourd'hui, on a un petit peu moins. Donc, c'est un beau marché. Ensuite, nous travaillons beaucoup le marché de la Corée du Sud. C'est un marché aussi que nous travaillons depuis 14 ans, marché Corée du Sud en pleine évolution. Petit marché, 50 millions d'habitants, mais des grands voyageurs et des voyageurs en individuel de plus en plus. Coréens très mobiles, voyagent beaucoup, dépensent beaucoup, etc. Très intéressant. Ensuite, on a tout le bassin de l'Asie du Sud-Est. Donc, ça fera l'objet de ma présentation du 1er avril. Ce sont des nouveaux marchés, tout le Malaisie, Indonésie, Singapour, Philippines, Vietnam. L'Office a fait tout ça. Philippines, Vietnam, on l'a fait l'année dernière. Formidable, des nouvelles introductions, des nouvelles prospections, etc. Donc le bassin de l'Asie du Sud-Est, pour nous, c'est une petite Chine. Donc il faut y aller, il faut travailler. Et bien entendu, nous y allons au mois de mars. Et donc j'aurai une présentation pour vous le 1er avril. C'est les marchés d'avenir. Vous travaillez sur l'avenir, c'est les marchés d'avenir. Ensuite, en Amérique du Sud, nous travaillons beaucoup le Mexique. Mexique, territoire en Amérique du Sud qui marche très bien, taux de croissance 6%. C'est peut-être le seul marché en Amérique du Sud qui a un bon taux de croissance avec un autre, mais beaucoup plus petit, c'est la Colombie par exemple. Donc voilà, donc ce sont des marchés que l'Office travaille d'une façon très intense, de janvier à décembre, toute l'année. On a plusieurs rencontres, des réunions, etc. Donc on met vraiment tout le travail sur ces marchés. Ensuite, il y a d'autres marchés, donc 5 entre autres en plus peut-être, c'est l'Inde, le Japon. Bien sûr, le marché indien aussi très important, émergent, qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de transmission de connaissances à nos professionnels parisiens. Le Japon, marché prioritaire et bien sûr très ancien sur Paris. Il y a les États-Unis, bien sûr, première nationalité qui arrive sur Paris, plus d'1,2 million de visiteurs sur Paris. Et il y a le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, belle clientèle sur Paris, en progression de 20% tous les ans sur Paris. Donc, c'est aussi une belle clientèle. Et une dernière clientèle qu'on travaille aussi, c'est l'Australie, marché très, très lointain. Mais justement, parce qu'il est très, très lointain, on a des clients qui viennent longtemps. Longtemps en Europe, longtemps à Paris, et des clients qui aiment aussi revenir, etc. Donc, eux, ils peuvent partir 2 mois en Europe, etc. Ils ont beaucoup de vacances, donc c'est intéressant. Donc, voilà un petit peu une petite introduction sur les marchés, pour vous montrer un petit peu ce que l'Office fait. Donc, on travaille essentiellement ces marchés sur le plan loisirs. Ensuite, tout ce qui est Europe, des marchés plus faciles, on trouve moins de valeur ajoutée vis-à-vis de nos professionnels parisiens.
Alors, je vais faire cette présentation assise, hein, donc elle est prête, je vais vous la présenter. C'est une présentation qui a été faite à nos professionnels parisiens au mois de janvier, donc vraiment, je suis très très heureuse de vous en faire bénéficier puisqu'elle était prête, donc autant transmettre les données. C'est une présentation qui est faite pour des adhérents à l'Office du tourisme, donc c'est une présentation globale tourisme sur le marché chinois. Il y a certaines slides, je vais passer peut-être assez vite, puisque vous êtes peut-être un tout petit peu moins concerné, puisque un petit peu moins proactif sur le marché, mais c'est intéressant que vous ayez quand même ces slides en visibilité. Alors tout d'abord, je voulais en effet, Laurent Cage a fait une petite allusion tout à l'heure et je l'en remercie. Donc 14 ans déjà, donc il n'est pas là pour attester ce 14 ans, mais c'est peut-être en effet 14 ans depuis 14 ans que je connais Monsieur Cage, donc en tant qu'adjoint à l'élu du tourisme à la mairie de Paris. Donc on a fait beaucoup de choses ensemble, bien sûr. L'Office du tourisme dépend de la mairie de Paris essentiellement, donc on va dire 95%, et de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Paris. Et à part ça, on agit en propre puisqu'on a des réservations online, on vend des produits touristiques à nos visiteurs, etc. Donc on travaille étroitement avec l'élu du tourisme, le maire adjoint du tourisme à la ville de Paris. Donc du temps de Laurent Cage, c'était Jean-Bernard Brault et maintenant c'est Jean-François Martins. Bon, excusez-moi. Jean-François Martins. Donc, voilà. Donc, merci à Laurent, puisque c'est une amitié qui dure depuis 14 ans, en effet. L'autre jour, je suis venue le voir au Welcome City Lab, donc je lui ai proposé ça, donc bien sûr c'était très bien, il a accepté, je suis très heureuse. Et également on a relevé quelques adhérents, donc peut-être que vous êtes parmi vous, quelques adhérents, on a relevé dans le catalogue qui ont affaire avec le tourisme, donc je pense que c'est vous. Et donc j'ai une assistante qui va revenir vers les adhérents du Welcome City Lab qui ont été ciblés pour travailler avec vous et pour essayer de vous mettre en valeur sur nos marchés à l'étranger, puisque à l'étranger, on nous demande beaucoup, en effet, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Paris, ça c'est une chose, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a d'extravagant, de spécial, de fun, de bizarre, entre guillemets, sur Paris. Donc, il y a certains produits ici qui m'intéressent pour promouvoir sur les marchés étrangers. Il y a un adhérent que vous connaissez tous du Welcome City Lab, c'est Evanella, par exemple, avec qui on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé lorsqu'on a également des visiteurs ici sur Paris. On peut vous questionner, on peut vous dire, montrez votre produit à ces tours opérateurs étrangers que l'on accueille, etc. Donc voilà. Alors qui je suis, parce que bon, c'est toujours intéressant, on ne sait pas qui je suis, mais bon, c'est pas trop grave. Je suis de Cannes, je suis une Cannoise qui est montée à Paris, donc il y a un certain temps déjà, et j'ai peut-être un parcours professionnel atypique. J'ai 3 expériences professionnelles. Donc la première partie de ma vie a été surtout consacrée au milieu de la mode, et je pense que je tiens peut-être, certains me disent, je suis très rigoureuse et très organisée. Ceci est dû à cette expérience de la mode, puisque les créateurs dans la mode ont quand même 4 collections à faire par an, donc ce n'est pas rien. 4 collections, 2 prêt-à-porter, 2 haute couture. Donc franchement, c'est quelque chose, il faut être très organisé, très rigoureux. Chaque morceau de tissu compte, hein, les pièces de tissu comptent au point de vue financier, etc. Donc c'est très difficile. Et puis j'ai une expérience également sur le Japon de 7 ans où j'ai travaillé dans la mode également, donc ça a été une très belle expérience. Ensuite, hôtel Georges V, donc des relations humaines extraordinaires. Hein. Vous savez que dans un hôtel, vous rencontrez des personnes tellement différentes, hein, du voiturier au directeur général, en passant par toutes les catégories de métiers. Donc c'est quand même très valorisant sur le plan humain et j'en garde vraiment un très bon souvenir et ça sera une très très bonne expérience de ma vie professionnelle. Et ensuite l'Office du tourisme, donc j'y suis depuis 18 ans. Donc on a beaucoup travaillé bien sûr tous ces marchés et je suis rentrée à l'Office du tourisme pour le Japon et puis maintenant je m'occupe de la promotion internationale. Voilà, juste pour vous situer mon personnage. L'OTCP, donc 3 missions assurées.
Juste une petite slide d'introduction. Accueillir près de 30 millions de visiteurs par an, donc c'est pas rien quand vous savez que bien sûr à Paris on a 2 millions d'habitants, 2,2, on accueille 30 millions, donc Paris, oui, une ville cosmopolite, une ville internationale, une ville qui sait accueillir, une ville bien sûr qui de plus en plus parle plusieurs langues, etc. Donc l'accueil, l'office a une mission très importante puisqu'on a des bureaux d'accueil un peu partout dans Paris, et donc ça c'est un poste, un poste bien sûr très conséquent à l'office. Ensuite, c'est informer le monde entier de ce que l'on fait, de ce qui se passe à Paris, etc. Donc ça passe par tous les réseaux sociaux, les lettres, les newsletters, les sites internet, les brochures, enfin c'est vraiment énorme. Donc informer. Et troisième mission, c'est promouvoir, donc c'est là où je suis. Le mot est mauvais, le mot ne me convient pas, le mot n'est pas très bon, puisque promouvoir Paris, je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque Paris n'a pas besoin d'être promu, je suis d'accord avec vous, mais c'est plutôt de développer les relations avec tous les tours opérateurs majeurs qui puissent nous donner les tendances. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce que veulent les clientèles? Quand on s'adresse au marché chinois, on pourrait aller sur la Chine 2 ou 3 fois par an. Les attentes seront différentes. Donc, c'est surtout analyser le contexte, voir les évolutions des villes, des marchés et bien sûr, voir les évolutions des clientèles et leurs attentes et leurs demandes. Et puis on a aussi une troisième mission, c'est Laurent Cage a fait une allusion pour ici, mais c'est vrai, nous sommes des lieux de rencontre avec les professionnels parisiens, puisque dans les professionnels parisiens, il y en a beaucoup qui voyagent avec nous, qui nous suivent et qui sont aussi experts que nous sur les marchés visités. Près de 2000 adhérents, donc nous vous attendons, vous pouvez adhérer, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème, ce n'est pas très cher. Alors, la Chine, on va entrer dans le vif du sujet, donc il y a quelques slides, je vais vous les commenter. La Chine, c'est le marché qu'il faut connaître, c'est un marché, on est dans le tourisme, où on ne l'est pas dans le domaine économique, dans le domaine industriel, etc. Il est évident qu'il faut aller en Chine. Il faut aller voir la Chine, il faut voir ce pays dont on parle tous les jours. Donc voilà, donc la Chine, oui. Une économie très importante, mais je ne vais pas tout détailler puisque vous le savez très bien, et une deuxième puissance mondiale depuis simplement 2010. Non seulement une deuxième puissance mondiale, mais également une puissance avec une balance commerciale tout à fait excédentaire. Donc c'est un pays qui fonctionne tout à fait très bien. On va parler un petit peu de la nouvelle orientation du taux de croissance de la Chine à l'heure actuelle, mais c'est un pays qui fonctionne, qui pèse en effet très lourd dans l'économie mondiale. Alors, vous connaissez le FMI. Eh bien, oui, le FMI dit bien sûr que l'Asie représentera dans les 5 ans à venir les 2/3 de la croissance. Donc ça, il faut vraiment en être convaincu. Toute l'évolution de la croissance se fera sur les marchés asiatiques. Donc bien sûr, c'est Chine, c'est Corée, c'est Japon, je ne sais pas, mais c'est le bassin de l'Asie du Sud-Est, etc. Et dans cette évolution sur, en effet, les 5 ans, les 10 ans à venir, eh bien, la Chine y contribuera à moitié. Donc le marché chinois est quelque chose, bien sûr, de très important. C'est pour ça que tout le monde s'y intéresse. Donc vous voyez la progression de la croissance, donc en 2012, 2013, 2014, 2015 et en 2016, bon, une croissance aux environs de 7%. On développera ça plus longtemps après. C'est une croissance à 7% qui est plus ou moins voulue par les autorités chinoises. Donc ça sera une croissance, on dit, de normalité, aux environs de 7%. La locomotive de cette économie mondiale est un tout petit peu au ralenti, mais il n'y a pas de souci majeur à avoir là-dessus. La population urbaine, vous connaissez donc le nombre d'habitants en Chine, à peu près 1 milliard, plus d'1 milliard bien sûr, et donc à peu près 800 millions de personnes constituent la population urbaine. Donc c'est quand même
important, une population urbaine importante et qui va se développer de plus en plus, puisque la population des campagnes vient de plus en plus dans les villes. Donc c'est une population qui va de plus en plus travailler et de plus en plus s'enrichir, bien évidemment. Donc en effet, les inégalités diminuent. Un PIB par habitant, bien sûr, qui augmente, et un revenu mensuel, bien sûr, qui, pour un certain nombre de personnes, donc ici vous avez 36 millions d'habitants, un revenu mensuel tout à fait acceptable. Et puis, un chiffre sur le nombre de milliardaires. Donc ça, c'est un chiffre qui est donné, mais c'est un chiffre qui est en progression constante, puisqu'en 2004, donc, il y avait simplement que 3 milliardaires en Chine. La Chine bénéficie de facteurs favorables. Donc, vous en avez plusieurs. Ils sont listés ici. C'est vrai que le taux de chômage, là-bas, il n'y en a pas beaucoup. C'est aux environs de 4%. Évidemment, tout le monde travaille. Tout le monde trouve du travail intéressant, du travail payant, mais aussi du petit travail qui rapporte quand même. N'oublions pas que les Chinois savent économiser. Et notamment pour venir à Paris, ils peuvent économiser pendant 3-4 ans de leur salaire pour avoir à peu près 5 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent, pour venir non seulement à Paris, mais un voyage en Europe. Donc ça, c'est assez poignant et il faut le savoir, puisque quand vous voyez des Chinois, eh bien, ils ont quand même économisé avant de venir à Paris. Donc, il faut qu'ils soient absolument satisfaits de leur voyage. Une inflation, il n'y a pas d'inflation en Chine, consommation des ménages. Donc, il y a bien sûr des très bonnes réserves de change. Une épargne abondante, je l'ai évoqué aussi. Les Chinois épargnent aussi pour leur retraite, et un bon rythme d'investissement. Donc, ça, c'est vrai que dans ce pays, il y a un bon rythme d'investissement, d'infrastructure. On a été en Chine, on va l'évoquer tout à l'heure, il y a à peu près 18 ans. C'est évident que le panorama chinois, il y a 18 ans, et le panorama chinois d'aujourd'hui n'est pas tout à fait le même. Contrairement à d'autres pays, ici, nous avons une personne qui a une sensibilité sur le marché russe, mais c'est vrai que, par exemple, Moscou, la Russie, n'a pas eu cette évolution fulgurante qu'a eu la Chine. Et bien évidemment, donc, quand on va là-bas, en Russie, à Moscou, on a moins cette vision d'investissement, d'infrastructure, de changement, de construction de buildings, etc., qu'en Chine. Le yuan, donc je ne sais pas si vous suivez la monnaie chinoise aussi, mais le yuan prend de plus en plus d'importance. C'est vrai que les Américains freinent beaucoup la chose, mais quand même, le yuan, depuis le 1er janvier 2016, donc c'est tout à fait récent, il fait partie des devises officielles du Zimbabwe. Bon, c'est comme ça, mais qui n'a pas de monnaie propre, mais sa première monnaie, c'est le yuan. Donc c'est un signe, il faut suivre. Mais il y a un contexte de tension et de ralentissement de l'économie. Donc ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais vous le lisez. Ralentissement aussi, pourquoi ? Parce que la clientèle, l'Occident, l'Europe ralentit un petit peu. Les États-Unis peuvent ralentir aussi un petit peu. Donc ici, vous voyez un petit peu les points de contexte, de tension. Un nouveau régime plus autoritaire et plus ambitieux. C'est vrai que le nouveau président chinois met un point d'honneur à lutter contre la corruption, donc il a raison, mais bon, les manières sont très fortes, mais bon, c'est comme ça. Et puis, conscient aussi du besoin de réformes culturelles, donc en effet, tout ça, ça se met en place, tout ça, ça se fait, donc il y a des programmes de développement qui se font, il y a des résultats. Voilà, en conclusion, c'est que la Chine fait beaucoup de choses, ne reste pas inactive, analyse et prend des mesures et donc a des résultats, attirer l'investissement, développer les zones de libre-échange, tout ça, ça se fait. Et bien sûr, ce sont des très belles opportunités pour notre pays, pour la France, mais bon, les relations sont excellentes. Et bien sûr, un pays qui se développe, un pays qui va de l'avant, un pays qui booste, il y a toujours des opportunités économiques et bien sûr touristiques. Alors, comme vous le savez, la Chine fait partie des marchés BRICS. Vous le savez, ça, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Bon, Afrique du Sud, ça, c'est un autre sujet. Mais la Chine, c'est vrai que malgré tout, la Chine devrait toujours rester la locomotive de ces pays qui, après tout, ne se portent pas si bien que ça.
Le Brésil ne se porte pas très bien, la Russie ne se porte pas très bien, l'Inde se porte bien, mais tout avance très lentement. Hein. L'Inde a quand même un taux de croissance aux environs de 6-7%, mais il y a beaucoup de freins pour faire avancer ce pays. La Chine et l'Afrique du Sud qui se portent relativement bien, mais qui manquent peut-être de dynamisme, notamment sur le plan touristique, vers notre pays. Et donc la Chine, en effet, restera en 2016 et peut-être pour les autres années, le pays qui va avancer le plus parmi ces marchés BRICS, etc. Alors juste un petit flashback sur la Chine et l'OTCP, juste pour des slides de rappel, parce que c'est toujours très bien de dire d'où l'on vient. Voilà. Alors ça, j'y tiens parce que l'Office a fait un très gros travail sur le marché chinois et donc il y a les dates historiques de nos actions sur le marché chinois. Le premier déplacement donc, a été fait en 1998, invité par Air China. Donc je pense que Air China, on doit les remercier pour l'éternité, d'être venus à l'Office du tourisme et de nous avoir incités à venir découvrir cette Chine, ce marché chinois en 1998. Donc ça doit faire en effet 17 ans. Invité par Air China pour avoir des grandes réunions avec les principaux tour opérateurs dans toutes les villes, 3 villes principales, Pékin, Shanghai, Canton. Je venais d'arriver à l'Office du tourisme, donc j'ai bénéficié de ce voyage, de ce premier pas sur ce terrain, donc je me souviens très bien et ça a été fantastique. Maison de la France, donc ici dans la salle nous avons des représentantes d'Atout France, donc Maison de la France à l'époque s'appelait Maison de la France, a ouvert son bureau en 1999, donc avec une personne, hein, c'était historique, donc aussi c'était intéressant pour l'Office du tourisme d'aller dans les pas de Maison de la France, d'Atout France. Donc vous voyez tout ce qu'on a fait. Je pense que 99, c'était une date importante parce que du coup, on a vu ce qu'il fallait faire. Et du coup, on est parti en Chine pour la première fois avec 10 professionnels parisiens sur les 3 grandes villes. L'Office du tourisme ouvre la voie. L'Office du tourisme a été précurseur, bien évidemment. Ensuite, il y a eu des dates. Bon, c'est vrai que 2001, ça a été une année terrible. Et donc là, ça a un petit peu beaucoup freiné la clientèle américaine. Et les Chinois qui étaient aux portes de Paris, c'est-à-dire tous les visiteurs chinois qui voulaient venir à Paris n'avaient pas de chambre. Pourquoi ? Parce que les Américains étaient aux environs de 2 millions à Paris. Maintenant, ils sont aux environs de 1,2 million. Donc, on n'a pas récupéré le niveau d'avant 2001 sur la clientèle américaine. Et avec la baisse des Américains, à partir de 2001, eh bien, les Chinois sont rentrés dans les hôtels à Paris. Pourquoi ? Parce que, ben oui, on a des chambres. Vous êtes Chinois, on ne vous connaît pas trop, mais on va vous prendre. Bon, c'est le diaporama que je vous donne. Donc, c'est vrai que c'est à partir de 2001 qu'on a vu des visiteurs chinois davantage dans Paris ou dans les environs de Paris. En 2004, une date historique, puisque le visa tourisme qui n'existait pas pour les Chinois, ils n'avaient pas de visa tourisme, eh bien c'est en 2004 qu'un visa tourisme a été créé. Avant, il y avait toujours tous les visas, il y a plein de visas en Chine, visa d'affaires, visa étudiant, visa famille, plein de visas. Mais le visa tourisme n'existait pas, donc il est évident qu'après 2004, eh bien, on a eu beaucoup de visiteurs, on a eu encore plus de visiteurs sur Paris, et notamment des groupes tourisme, hein, des grands groupes. En 2008, on a eu un autre problème, c'est les JO, les tensions diplomatiques, puisqu'il y a eu un souci avec une sportive chinoise, donc il y a eu des tensions. Les tensions ont été très fortes entre la Chine et la mairie de Paris, donc on n'a pas pu retourner en Chine parce que entre-temps nous partions en Chine tous les ans bien évidemment, et donc on n'a pas pu partir avec les missions Paris habituelles entre 2008 et 2011, donc nous allions sur l'opération d'Atout France qui organise aussi tous les ans une opération en Chine. Et c'est en 2009 qu'on est reparti au nom de Paris, donc pour la ville de Paris en Chine, et depuis nous n'avons pas arrêté de repartir. En 2014, on a voulu faire une mission de prospection dans 3 villes secondaires, c'est ce que nous avons fait. Et en 2016, donc nous allons partir très prochainement sur la Chine avec Pékin et 2 villes secondaires, donc Hangzhou et Chengdu, donc 26 partenaires qui vont nous suivre au mois d'avril.
À Paris, nous avons un plan d'action, bien évidemment, qui s'affiche ici. Donc, on travaille non seulement le marché chinois en Chine, on travaille le marché chinois sur Paris, on travaille le marché chinois en Allemagne et de plus en plus en Europe, Italie, Espagne, Portugal. Vous avez maintenant des tours opérateurs qui s'installent dans ces grands pays européens. Et bien sûr, il faut y aller, il faut les voir. Et également sur Londres, évidemment, il y a des contacts intéressants. Contact avec les compagnies aériennes chinoises et Air France, des accueils de presse. Les éductours, ça veut dire qu'on accueille ici des tours opérateurs, donc pour leur montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Paris. C'est toujours intéressant. Et en effet, on a eu en 2015 2 éductours. On a fait venir quand même 2 fois 12 opérateurs. Ça fait 24 opérateurs qui venaient uniquement des agences en ligne, puisque, comme vous le savez, en Chine, il y a un très fort développement de la clientèle individuelle à cause des visas, on en parlera tout à l'heure, grâce aux visas. Donc il y a un développement de la clientèle individuelle, donc il y a de plus en plus d'agences en ligne, mais des grosses structures de 1000 personnes, 2000 personnes. Et donc on a voulu donner un point d'accélérateur. On a fait venir des directeurs de ces agences en ligne qui n'étaient pas simplement sur les grandes villes, mais également en effet sur les villes secondaires, Chengdu et Hangzhou. C'est pour ça qu'on y retourne d'ailleurs. Donc voilà, donc on travaille aussi, donc il y a quelques idées ici qui s'affichent. Et oui, collaboration renforcée avec les équipes du bureau d'Atout France en Allemagne. On a été plusieurs fois en Allemagne pour le marché chinois, on travaille avec l'Allemagne pour le marché chinois, et on travaille bien sûr avec Atout France, qui est basé à Pékin, relation étroite avec les équipes d'Atout France, basée à Pékin et Shanghai, puisque Atout France a nommé un responsable français, une responsable française sur Shanghai. Donc on remercie Atout France, bien évidemment, pour le personnel en plus qui rejoint les équipes chinoises. Alors, les marchés à fort potentiel, je l'ai dit tout à l'heure, sont particulièrement travaillés par l'Office du tourisme. On aime travailler des nouveaux marchés. Kazakhstan, Azerbaïdjan, on est parti pour la première fois. Donc, je ne sais pas l'année prochaine, en perspective, ce qu'il y a encore, mais on aime ouvrir des nouveaux marchés. C'est tout à fait la valeur ajoutée de l'Office. Mais quand on ouvre une ville, on continue. C'est l'intérêt, c'est assez intéressant. Le marché touristique chinois, comment est-ce qu'on peut le caractériser? C'est une croissance, bien évidemment. C'est un potentiel exceptionnel et je pense illimité. Une évolution accélérée et un accès complexe. Il ne faut pas penser que travailler avec les Chinois, c'est facile, c'est très compliqué. Donc le marché chinois, si vous voulez avoir des cours pour comment travailler avec les Chinois, on peut toujours vous en donner à l'office, on peut toujours vous aider à comprendre comment travailler avec les Chinois, parce que ce n'est pas simple. Il y a des codes, il y a des choses à faire au moment où il faut les faire, il y a des choses à connaître et c'est évident qu'il faut connaître avant de travailler avec les Chinois. C'est un accès qui n'est pas facile. Aussi, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de relais. C'est pas parce que vous allez rencontrer un Chinois, vous vous dites, tiens, celui-là, je suis sûr que je vais faire une affaire. Vous faites une erreur parce que derrière cette personne, il y en a 10 ou 15 qui doivent donner l'aval ou qui doivent rassurer la personne chinoise que vous avez vue. Donc en fait c'est un accès complexe et c'est vrai que Atout France, notamment les équipes chinoises d'Atout France, sont remarquables parce que ce sont des Chinois qui bien sûr sont introduits dans tous les milieux chinois pour le tourisme et qui font donc avancer les choses, notamment pour la France mais aussi pour Paris. Et c'est pour ça qu'il est vraiment recommandé quand vous voulez travailler le marché chinois. Peut-être pas au début, bien sûr, mais après, il faut absolument avoir du personnel chinois. Sinon, vous n'arriverez pas à avoir la force, la rentabilité qu'il vous faut. Voilà. Une concurrence au renforcement constant, donc ça c'est pour nous parce que vous le savez, vous vous intéressez de plus en plus au marché chinois, mais les pays s'intéressent de plus en plus au marché chinois. Donc si à 18 ans il y avait la France qui a ouvert un bureau, maintenant tout le monde s'intéresse au marché chinois. Londres, la Grande-Bretagne qui n'est pas dans Schengen, fait tout pour avoir un accès au visa Schengen, donc on espère qu'ils ne vont pas l'avoir. Mais voilà, donc toutes les villes, tous les pays se déplacent en Chine pour avoir des visiteurs chinois qui dépensent beaucoup.
Alors, il y a une concurrence accrue, donc le sujet est beaucoup plus difficile pour nous, puisqu'on doit être au niveau, à la hauteur, mais l'avantage, c'est que nous, on a commencé il y a très longtemps, donc on a déjà compris beaucoup de choses. La nécessité, un engagement soutenu, je crois que c'est ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez décidé de commencer à travailler le marché chinois, il faut s'y tenir. Il ne faut pas se dire, je vais voir ce qui se passe et puis après, je laisse tomber. Donc, vous pouvez toujours faire ça, mais vous n'aurez jamais de business. Donc, il faut se tenir à tout ce que vous engagez sur ce marché, sinon, c'est dommage. Donc, il faut faire en effet une prospection constante. Alors, la mission Paris-Comité en Chine, on peut en parler un tout petit peu. La carte de Chine qui s'affiche ici. Donc, en rouge, vous avez d'entourer les grandes villes, les villes incontournables, puisque ce sont les 3 villes, Pékin, Shanghai, Canton, qui nous font venir le maximum de visiteurs ici sur Paris. Donc, c'est à peu près, en effet, ces villes, c'est 80% des visiteurs. Donc, c'est les villes qu'il faut absolument faire, d'autant plus qu'au-delà des villes, vous avez, autour de ces 3 villes, vous avez d'autres petites villes, enfin, qui font quand même 1 million, 1,5 million d'habitants. Et donc, c'est des grandes régions, en fait. C'est pas simplement une ville, c'est des régions. Donc ça, ces 3 régions sont vraiment très importantes, mais les avions partent de ces villes. Donc ces villes doivent être absolument visitées en priorité. Et ensuite, en effet, vous avez une série de villes secondaires qui sont entourées de bleu, que, en tout cas, Atout France, mais Paris, essaye de visiter au maximum de plus en plus. Donc, en effet, Shenzhen, on a visité. Bon, c'est vrai qu'on va faire... elles ne sont pas toutes affichées ici. Hangzhou, Chengdu. Chengdu, que vous voyez, qui est au centre de la Chine, qui est très important aussi. C'est un relais entre l'Est et l'Ouest vers chez nous. Et donc, Chengdu, c'est important. Je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a beaucoup d'enjeux. À côté de Chengdu, il y a Wuhan. À Wuhan, il y a Peugeot. Renault a décidé de s'installer maintenant à Wuhan également. Donc, il y a des avions qui partent de Chengdu. Et il y a Air France qui part de Wuhan. Donc voilà, donc en fait, ce sont des villes, en tout cas les entourées de rouge, entourées de bleu, sont des villes à valeur sûre, ce sont des villes d'avenir et donc villes secondaires importantes à faire de plus en plus, en tout cas quand on a fait les villes principales. Nous, on travaille ce marché, bien sûr, on vous l'a dit, mais en 2014, et vous allez vous en souvenir, il y a eu des événements qui ont été très forts sur ce marché. Il y a eu tout d'abord la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et ça a donné lieu à des campagnes promotionnelles sur le tourisme, puis sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc ce 50e anniversaire a consolidé bien sûr les relations et surtout a donné lieu à cette belle inspiration de notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a décidé, pour marquer justement ce 50e anniversaire, de donner les visas en 48 heures. Voilà, il a voulu marquer une marque de fabrique, eh bien il a lancé ça. On va parler des visas tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étendre ici, mais ça a été le déclenchement 2014, en effet, d'une évolution dans cette clientèle chinoise que nous accueillons. Donc tous les ans, bien sûr, une mission Paris. Donc Monsieur de Roquefeuille est là et il sera participant à cette mission. Donc c'est des missions qui se veulent très ciblées, très ciblées. Les points forts de la ville, on constate, donc s'affiche ici. Je ne vais pas toutes les commenter, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir aux yeux des Chinois, c'est que Paris n'est pas du tout une ville classique, n'est pas du tout une ville endormie, n'est pas du tout une ville musée, comme parfois on peut le penser. Pour les Chinois, Paris, c'est une ville moderne, c'est une ville de tendance, donc c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est attractive, c'est une ville romantique, de luxe, mais une ville qui bouge. Donc ça, c'est intéressant. On nous dit toujours que Paris, c'est une ville musée, mais il faut arrêter de dire ça, puisque c'est vrai, puisque ça existe, mais de plus en plus, l'image de Paris à l'étranger se veut moderne. La richesse culturelle de la ville, elle est reconnue, même aux yeux des Chinois, même si les Chinois font principalement le Louvre, on va dire, Versailles, bien sûr, mais ils vont de plus en plus maintenant à Orsay, ils peuvent aller au musée de la vie romantique, ils peuvent aller au musée Victor Hugo, ils peuvent aller au musée Pompidou, Centre Pompidou pour l'art contemporain. Donc voilà, donc la richesse culturelle de la ville, elle est reconnue et une image moderne, donc ayez bien ça en tête.
Pistes de travail, nous en avons plusieurs bien sûr dans nos notes, dans nos dossiers pour faire avancer les choses. Et ensuite, bien sûr, il y a des points forts produits, des points forts que les Chinois aiment. Il s'affiche ici. Donc c'est bien sûr l'attrait grandissant pour les vins et champagnes, vous le savez, la musique classique, l'opéra, etc. Donc tout ceci étant, et ce sont des constats que nous faisons quand on part sur le marché chinois. Ici, ce sont des constats clientèle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que de plus en plus, on voit une augmentation de visiteurs qui viennent pour la deuxième fois. Des repeaters, on appelle. C'est intéressant. Ils viennent deux fois, 3 fois. Ils aiment Paris. Ils reviennent sur Paris. Le succès auprès des jeunes aussi. Donc, les jeunes qui consultent les sites Internet, les agences en ligne, bien sûr, les réseaux sociaux. Donc, les jeunes, l'importance grandissante de ces jeunes qui, même s'ils ne parlent pas l'anglais particulièrement bien, eh bien c'est pas grave, ils viennent à Paris, ils se débrouillent et ça marche. Donc voilà. Et puis le shopping, donc un paragraphe assez important sur le shopping, parce que le shopping, c'est l'activité aussi principale des visiteurs chinois. Tout ce qui intéresse le shopping, ça peut être le shopping, bien sûr, des marques de luxe, des grands magasins, bien sûr, mais ça peut être aussi des boutiques indépendantes qui proposent des produits authentiques, des produits spécifiques. On a un nouveau partenaire qui s'appelle Graciane Bascan. C'est un partenaire en maroquinerie qui fait tous ses sacs dans le sud-ouest de la France, vers Biarritz, des sacs qui sont faits à la main, des sacs qui coûtent 3 000 € au moins le premier sac, sinon c'est 10 000, 15 000. Eh bien oui, ils ont des clients chinois. Donc voilà. Donc il ne faut pas penser que la Chine s'arrête à des produits de luxe, des produits connus. La Chine, les Chinois ont besoin de produits authentiques. Donc il y a peut-être parmi vous, en effet, des personnes qui ont des produits authentiques à positionner. Et je pense que, bien sûr, sur ce marché, c'est tout à fait possible. Il y a des points faibles. Alors, bien évidemment, nous, quand on travaille un marché, ce qui nous intéresse, ce sont les points faibles, bien évidemment. Alors, les points faibles, ben, je pense qu'ils ne vont pas vous étonner, puisque vous connaissez votre ville. Sécurité pickpocket, donc, écoutez, bon, c'est un sujet qui est largement travaillé au niveau de la ville, du gouvernement et de la préfecture de police. Donc, ça, voilà. Il y a pas mal, il se passe aussi des grèves, donc tout ça, c'est pas très bien. Les lieux équipés de Wi-Fi insuffisants, donc ça c'est un sujet qui est connu, de plus en plus connu. Vous savez que dans la ville de Paris, il n'y a pas vraiment de lieux de Wi-Fi, pas assez. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de l'euro, pour l'euro, il va y avoir les Champs-Élysées qui vont être mis en Wi-Fi d'une façon continue. Donc ça c'est très bien, puisque comme vous savez, mais si vous ne le savez pas, à partir du 1er mai, le premier dimanche de chaque mois sera piéton. Les Champs-Élysées sera piéton le premier dimanche de chaque mois et à partir du mois de mai. Donc voilà, donc ça vient de sortir. Et donc, bon, d'avoir installé les Champs-Élysées en Wi-Fi, c'est une très très bonne nouvelle. Manque de capacité hôtelière, vous savez bien qu'on n'a pas toujours assez de possibilité de construire des hôtels sur Paris. Donc l'extension des capacités hôtelières se fait au-delà de Paris. La liaison, bien sûr, Roissy-Centre-Ville. Et le manque de flexibilité horaire, donc ça, oui, on peut le spécifier, mais ça s'arrange quand même, puisqu'il y a des restaurants maintenant qui servent non-stop. Parce que vous savez, nous, à Paris, c'est quand même, vous le savez, en France, hein, il y a des horaires de service. Et puis à 9h30, ben, quand on rentre dans un restaurant, non, le service est terminé, on ne peut plus vous servir. Je ne parle pas pour Paris. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que ça a tendance à beaucoup s'améliorer. Les horaires d'ouverture des magasins, ça s'améliore énormément. Vous savez très bien que les magasins peuvent être ouverts le dimanche dans certains quartiers de Paris, et ça, c'est en progression. Les périodes de service dans les restaurants ont très bien compris, bien sûr, qu'il fallait ouvrir et proposer, bien sûr, des menus. Donc les restaurants se sont beaucoup équipés avec des menus, notamment en chinois.
Les points faibles produits s'affichent aussi ici. Un point faible qui est récurrent, c'est les petits déjeuners. Alors chaque fois j'en parle un jour, mais je suis sûre que ça va largement s'améliorer. C'est-à-dire que le petit déjeuner continental, il faut vraiment le bannir. Il faut arrêter de servir du café, thé, croissant, viennoiserie, parce que ça ne suffit pas pour toutes nos clientèles étrangères. Donc il faut absolument servir un petit déjeuner américain, à l'américaine, et surtout avoir des ingrédients pour les Asiatiques. Donc ça, c'est en cours, ça s'améliore bien sûr tout le temps sur Paris. On fait sans arrêt des alertes. Voilà, bah écoutez, vous lisez tout ça, les bouilloires, tout ça, pour ceux qui connaissent les clientèles asiatiques, c'est très important d'avoir un minimum de confort avec les bouilloires qui sont remises gratuitement dans les chambres pour se faire du thé, puisque les Chinois boivent du thé jour et nuit, hein. Nous, c'est le pain, mais eux, c'est le thé très chaud, le thé brûlant, etc. Donc, il leur faut l'accès au thé tout le temps. Voilà, donc vous voyez que dans les points faibles, ville, produits, ce sont des points qui sont connus, des points qui ne sont pas inconnus pour nous et des points sur lesquels on travaille, bien évidemment, des points sur lesquels on donne des messages sans arrêt aux professionnels parisiens. Il faut s'attendre, on l'a dit tout à l'heure, à une évolution de la clientèle individuelle. Donc je suis sûre que c'est très très bien pour ce que vous êtes en train de faire, en train de développer, en train de lancer sur le marché, puisqu'il faut quand même dire que les Chinois sont très évolués dans leur esprit, dans leur tête. Les Chinois sont très occidentalisés, très américanisés, donc ils sont de moins en moins chinois. Donc c'est vrai qu'ils sont prêts à tout essayer, à tout tester, à tout goûter. Donc c'est aussi l'intérêt et le grand plaisir de travailler ce marché, parce qu'on est en face de personnes qui sont intéressées, qui sont captivées, qui sont motivées, qui veulent en connaître plus, qui veulent aller de l'avant, qui veulent s'associer avec vous, qui veulent travailler avec vous, qui veulent comprendre, parfois copier. Donc attention. Donc voilà, donc c'est intéressant. Quelques données sur la situation touristique globale chinoise. Donc bon, c'est vrai que ce marché touristique chinois, d'une façon globale, pas simplement sur Paris, est spectaculaire, puisque au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 110 millions de Chinois qui sortent de leur pays. Donc 110 millions, aujourd'hui, ils étaient 10 millions en 2000, donc 16 ans après, donc vous voyez la progression, donc ça c'est en évolution permanente. Donc est-ce qu'en 2020, il y aura 200 millions de Chinois qui vont sortir de leur pays? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que l'aérien progresse énormément. Donc, la progression des Chinois de par, vous avez vu tout à l'heure, donc l'enjeu des villes, etc. Donc, les clients chinois vont de plus en plus, bien sûr, partir de la Chine et, entre autres, bien sûr, venir en France. Donc voilà, c'est vrai que sur l'Europe, alors aussi il y a une grosse évolution, puisque sur l'Europe il y a 3 pays qui sont particulièrement visités, c'est la France, l'Italie, la Suisse. Il peut y en avoir plus, hein, les Chinois qui viennent pour la première fois en Europe peuvent vouloir faire 12 ou 15 pays, c'est possible, ils ont raison, s'ils ont le temps, ils ont raison de faire ça, donc tout ça, ça se fait en bus, donc, mais c'est rapide. Mais la tendance veut que de plus en plus, il y ait 3 pays, parce qu'ils ont de plus en plus dans leur tête l'idée de revenir. Hein, l'idée de revenir en France, l'idée de revenir en Europe. Donc, ils font 3 pays, France, Italie, Suisse. C'est un bon panorama. L'Europe accueille environ 4% des visiteurs chinois. Et la France est bien sûr la première destination européenne, avec la Suisse. Alors étrangement, la Suisse est très bien positionnée sur tous ces marchés un petit peu asiatiques, y compris l'Inde, parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de verdure. Il y a beaucoup d'espaces verts. On a des espaces verts dans les Alpes, mais la Suisse a commencé ses missions de prospection beaucoup plus en amont que la France, à vendre les Alpes. Donc la Suisse a un grand succès historique. Et surtout aussi, la Suisse a des gros budgets de campagne, de publicité dans les journaux. Donc la Suisse a de gros moyens
pour promouvoir son tourisme. Bon, la Suisse n'a pas grand-chose non plus à promouvoir. Donc, mais bon, je ne suis pas méchante. Il y a des Suisses ici, l'horlogerie. L'horlogerie, tout à fait, vous avez raison, puisque l'horlogerie, c'est un domaine très important. Nous avons Bucherer ici parmi nos adhérents, qui marche très bien. Le siège est en Suisse. Oui, l'horlogerie, mais le tourisme fait partie. Ils ont trouvé le tourisme et ils ont eu raison, puisque ce sont des grands spécialistes du tourisme. Hein, quand on pense à l'Inde, il y a des villes en Suisse qui ont fait un petit village, des villages indiens. Hein, dans les hôtels, il y a des restaurants indiens, ils se sont équipés. Hein. Donc, ils ont raison. Oui, monsieur. L'horlogerie. La Suisse fait partie de Schengen. Donc, la Suisse fait partie de Schengen. C'est le dernier pays qui est rentré dans Schengen depuis 3 ans à peu près. La Suisse n'était pas dans Schengen. La Suisse est maintenant dans Schengen. Ce qui est bien, puisque nous avons beaucoup de visiteurs qui arrivent en Suisse et qui rejoignent nos Alpes par Genève, des choses comme ça. Donc, on y trouve notre compte. Donc, ça, il n'y a pas de problème. La Grande-Bretagne, hors Schengen, mais en Grande-Bretagne, donc si nous, on le verra tout à l'heure, 1 million de visiteurs chinois par Île-de-France, la Grande-Bretagne, 240 000, donc ils ne sont pas dans Schengen, donc ce qui veut dire que les Chinois doivent demander un autre visa. Les atouts de l'Allemagne, c'est business, c'est corpo. Les atouts de l'Allemagne, c'est surtout une grosse clientèle corpo, les salons professionnels. Bon, nous aussi, on a des salons, mais l'Allemagne a beaucoup développé ça. L'Allemagne est en Chine depuis plus longtemps que nous, sur le plan économique. On le voit, beaucoup de Mercedes, beaucoup de BM circulent en Chine. Et puis surtout, Lufthansa a beaucoup plus de vols de la Chine vers l'Allemagne qu'Air France sur la France. Donc on verra tout à l'heure, peut-être c'est écrit dans ma slide. Donc voilà. La France plaît aux clientèles individuelles. Pour moi, c'est ce que je dis, c'est que la France, c'est la résidence secondaire des Chinois. La résidence secondaire. Tout leur plaît. Tout leur plaît. Les hôtels, les bâtiments, la restauration, l'art de vivre à la parisienne, etc. Donc la France plaît beaucoup aux Chinois, c'est pour ça qu'ils investissent beaucoup aussi en France. Sur Paris, on a à peu près 300 000 visiteurs chinois en hôtellerie, c'est-à-dire qu'on a 300 000 Chinois qui séjournent dans les hôtels à Paris. Pourquoi ? C'est un peu plus cher. Séjourner dans Paris, donc on n'a pas le gros, tous les groupes chinois sont en périphérie de Paris, ils peuvent être même très loin, au-delà de Roissy, et après ils prennent le bus pour rentrer dans Paris pour visiter, pour aller au château de Versailles, pour aller partout, donc il faudra faire du shopping bien évidemment. Donc dans Paris, on a à peu près 300 000 Chinois qui séjournent dans les hôtels, mais avant nous avions 0. Donc, plus ça va et plus les visiteurs chinois qui vont en périphérie de Paris ne se rendent pas très bien compte qu'ils sont en périphérie de Paris. Donc, quand ils sont arrivés en périphérie de Paris, eh bien, ils se disent « mais je ne suis pas dans le centre-ville », forcément, parce qu'il faut prendre le bus. Donc, quand ils reviennent, ils sont dans Paris. Les 3 bassins émetteurs principaux, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ah, pardon, les groupes, ça fait partie de ça. Oui, les groupes, donc bien sûr, c'est notre clientèle principale. Les groupes, les groupes représentent aujourd'hui, je ne sais pas, 90% de notre clientèle, 85%. C'est toujours les groupes. Et puis, les individuels commencent bien sûr à arriver. Les déplacements de délégations d'affaires, donc qui sont de plus en plus nombreuses, forcément, si on a des délégations d'affaires sur le plan économique, politique, touristique, tout ça, il y en a de plus en plus, ils viennent de plus en plus en France pour visiter leurs homologues, etc. Donc les Chinois ont envie de voyager, donc ça c'est un point aussi très important. Il y a des pays, les gens n'ont pas envie de voyager, le Japon c'est quand même compliqué pour les faire voyager, sortir du Japon. Le Japon, 126 millions d'habitants, il n'y a quand même que 16 millions de Japonais qui sortent du Japon. Donc sur 126 millions, 16 millions, vous voyez un petit peu le ratio, à peu près, même pas 10% ou 10%, c'est un peu plus de 10%. Donc c'est très peu. Les Japonais, c'est compliqué. Les Chinois, ils ont envie de voyager, c'est comme les Coréens. Donc voilà. Donc tout est plus facile, bien sûr, dans ce cas-là. 3 bassins émetteurs, on l'a dit tout à l'heure. L'augmentation des capacités aériennes, on va le voir tout à l'heure. Donc ce sont des gens des bassins émetteurs, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure. La période d'accueil, surtout de juin à octobre, il y a plusieurs périodes d'accueil des Chinois. Il y a le Nouvel An chinois, bien évidemment, on vient de le passer, l'année du singe. On a la période d'avril-mai, on a le début août, on a juillet-août.
grande période aussi sur Paris. Et on a la première semaine d'octobre qui représente un petit peu la Golden Week chinoise, donc première semaine d'octobre. Voilà, donc les points clés s'affichent ici. C'est pour les Chinois de venir en France, de voyager, c'est aussi une expérience de vie. C'est le signe de la réussite sociale hein, sur ces marchés asiatiques. C'est très important. On est allé en France, on est allé à Paris. Oh là là, ça c'est formidable. Et quand ils disent en plus on a séjourné dans un hôtel très connu, c'est encore plus formidable. Voilà, donc il y a ce prestige social, cette réussite sociale qui est un point clé aussi pour nous à tenir compte puisque la marque, même dans le shopping, ça compte, hein, d'acheter une marque qui est connue ou qui n'est pas connue, mais qui va être connue. Tout ça, il faut en tenir compte. L'allongement de la durée de séjour, bien évidemment, nous, on travaille dessus. Hein, ils viennent 2 nuits, on veut 3 nuits. Donc, on travaille aussi pour les convaincre de rester 1 nuit de plus. Donc, voilà, tout s'affiche ici. Développement des trajets indirects, ça veut dire que oui, il y a une très bonne offre aérienne avec des billets via le Moyen-Orient. Donc, tout ça, ça se développe parce que c'est moins cher. Donc, c'est une possibilité aussi pour eux de venir à moindre coût vers l'Europe et vers la France. Sur le plan de l'aérien, donc je vais un peu passer cette slide, c'est l'importance des aéroports. L'importance des aéroports pour vous montrer quand même qu'en Chine, c'est du gigantesque. C'est des travaux, des infrastructures, des agrandissements d'aéroports, des créations de nouveaux aéroports. N'oublions pas que le territoire chinois est très grand, il y a plein de villes secondaires, donc tout ça, ça booste, ça augmente, ça se construit. Ils veulent vraiment développer leur aéroport avec un nombre de voyageurs de plus en plus en croissance. Donc tout ça, ça se développe. Les aéroports de Paris, bien sûr, font ce qu'il faut sur Paris. On n'a rien à dire sur le développement des aéroports de Paris et le nombre de pistes et le nombre d'avions à accueillir. Il n'y a aucun frein là-dessus. Il y a Air France, bien sûr, hein, Air France qui se développe fortement bien sur ce marché, donc avec des liaisons régulières des villes, bien sûr, chinoises, et Air France qui a un partenariat avec 2 compagnies aériennes chinoises, donc c'est intéressant. Des compagnies aériennes chinoises aussi qui se développent beaucoup, donc il y en a 3. Air China plus sur Pékin, China Eastern plus sur Shanghai et China Southern plus sur Canton. Donc tout ça c'est en évolution et il y a encore des évolutions puisqu'il y a des lignes qui se créent sans arrêt. Il n'y en a pas assez. C'est le seul. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de lignes qui desserrent les villes secondaires, mais ça se met en place. Il y a une nouvelle ligne, hein, Hangzhou, on l'a vu tout à l'heure, Xi'an-Paris qui arrive sur Paris. Il y a une nouvelle ligne Kunming-Paris, donc des villes secondaires. Et il va y en avoir une autre, donc c'est un peu confidentiel, mais bon, ça, quand les Chinois parlent, ça veut dire que ça va se faire. C'est la ligne Shenzhen-Paris, donc Shenzhen qui est près de Canton, qui va certainement se mettre en place par Air China. Et Shenzhen, c'est très très important. Le bassin du sud de la Chine est très important, très riche aussi. Alors ensuite, on l'a vu tout à l'heure, c'est les compagnies aériennes du Moyen-Orient, donc elles sont toutes en Chine, elles sont toutes avec des Airbus, des A380, donc grosse capacité, 600 personnes, et donc ce sont des possibilités, elles offrent aux Chinois de rejoindre l'Europe via leur hub, donc Dubaï, Abu Dhabi, Doha, moins cher. Mais ça prend plus de temps, donc ça les Chinois ils n'aiment pas trop non plus, hein, il faut toujours faire vite, ils n'aiment pas trop. Un autre hub intéressant c'est Turkish Airlines qui s'implante de plus en plus aussi en Chine et les compagnies aériennes, n'oublions pas, hein, parce que les Chinois peuvent très bien venir par une compagnie aérienne différente, Lufthansa bien sûr, KLM. Qui a beaucoup de vols aussi sur Amsterdam, hein, qui travaille bien avec Air France, et KLM qui est plutôt sur des voyages de groupe, Air France plus sur des voyages individuels, et la compagnie bien sûr Cathay Pacific qui est de Hong Kong, mais qui s'implante également sur le marché chinois. Donc voilà. Donc sur le plan des capacités aériennes, il y a absolument tout ce qu'il faut. Une slide sur les visas parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les visas se sont beaucoup améliorés, on l'a dit tout à l'heure, depuis 2014, hein, depuis le 50e anniversaire des relations diplomatiques. Donc, et la grande prouesse, parce que c'était le grand sujet,
la grande inquiétude, c'est oui, les visas en 48 heures, mais est-ce que ça va suivre? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on ne va pas être décrédibilisé? Parce qu'il n'y a que la France qui donne le visa en 48 heures parmi les pays Schengen. Les autres, eh bien, ils doivent attendre 4, 5 jours, une semaine pour un visa individuel. Fabius a dit 48 heures, donc exécution, donc ça veut dire quoi? Augmentation des locaux, agrandissement des locaux, recrutement de personnel, parce que forcément, il y a des demandes. Donc voilà, donc tout a été mis en place et ça tient. Ça veut dire que, eh bien, on est arrivé à ce pari. Donc, en effet, le Chinois, aujourd'hui, on est quoi, jeudi, le Chinois veut partir lundi en France, par la France, eh bien, il va avoir son visa lundi. Donc voilà, donc ça c'est une grande prouesse. Et puis la grande nouveauté, donc ça a été annoncé aussi par Laurent Fabius tout dernièrement, c'est qu'il a dit, bon, 48 heures c'est fait, maintenant c'est 24 heures. Donc voilà, alors c'est 24 heures sur le marché chinois. C'est une nouvelle qui a été donnée tout récemment, 24 heures pour les visas chinois. Donc voilà. Donc Pékin remet à peu près 2000 visas par jour, le consulat de France, donc vous pouvez imaginer ce que ça représente comme travail. Hein. Donc voilà, alors il n'y a pas de frein sur le plan de l'aérien, il n'y a pas de frein sur le plan des visas, donc en final, il n'y a pas de frein. C'est pour ça que nous restons vraiment très optimistes sur ce marché. Une slide, parce que comme vous avez compris, j'aime bien le côté historique des choses. Tout s'explique. Laurent Fabius qui a donné le visa en 48 heures en 2014. Il y a eu un précédent, c'est parce que Obama, donc le président Obama, a fait une grande déclaration en 2012 et il a dit « j'ouvre tout, j'ouvre le pays pour les visiteurs chinois ». Il avait compris, lui, en 2012, qu'il fallait ouvrir les pays aux visiteurs chinois. Pourquoi? Parce que ça fait du monde, mais surtout, ils dépensent, n'oublions pas, les recettes économiques qui sont quand même très, très fortes. Et donc, c'est vrai que c'est en 2012 que le président Obama a fait cette déclaration qui a été tonitruante, puisque, comme vous le savez, les États-Unis sont plutôt très durs sur le plan de rentrer sur le territoire. Donc, tout d'un coup, président Obama qui dit on ouvre les frontières. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, ça fait du remue-ménage pas possible sur le plan du tourisme. Et donc, en effet, ça a incité, ici en tout cas la France, à assouplir les mesures pour les visas. Et cet assouplissement ne se fait pas uniquement sur la Chine, mais se fait également sur les autres pays à visa. Donc la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, bien évidemment, tous les pays à visa, même tous. Hein. On revient d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan où il y a des visas, ils nous ont dit oui, on a les instructions pour donner les visas en 48 heures. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui se fait maintenant d'une façon systématique. Alors, pour compliquer un tout petit peu la chose, parce qu'il faut bien qu'il y ait un peu quand même quelque chose qui complique, c'est que l'Europe de Schengen, donc l'Europe de Schengen, puisque vous savez, l'Europe de Schengen permet à un Chinois qui demande un visa maintenant sur la France ou sur l'Italie, peu importe, il peut rentrer dans toute l'Europe Schengen facilement. C'est un visa Schengen, c'est pas un visa France, c'est pas un visa Italie. Et donc l'Europe de Schengen a dit que maintenant il fallait avoir, il y a 2 ou 3 ans, hein, parce que le temps que tout ça se mette en place, d'avoir la biométrie, donc ce qui veut dire le visa biométrique. C'est un visa biométrique, c'est un passeport biométrique, c'est un visa biométrique. Tout ça, ça marche ensemble et ça veut dire que chaque individu chinois doit aller quelque part. Donc c'est pas au consulat de France, mais c'est dans un centre qui épluche les dossiers des visas pour empreinte digitale et photo. Nous, ici, quand on doit partir à l'étranger, vous savez très bien qu'on doit le faire, un passeport, on doit maintenant faire cette démarche. Eh bien, voilà. Alors, ça a été demandé, ça a été exécuté, ça a été fait. Donc, dans tous les pays maintenant à visa, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, etc., il y a ce système de biométrie. Alors, bien sûr, on s'est équipé, on a augmenté les centres de visa dans tout le territoire, sur tout le territoire. Donc, vous voyez que là, on a obtenu l'autorisation de 9 centres par les autorités chinoises, mais le dossier avait été demandé il y a 1 an ou 2. C'est très compliqué en Chine, hein, vous savez, c'est pas facile. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a eu une complexité, parce que c'est vrai que chaque individu qui doit se déplacer, s'il habite
un peu loin d'une grande ville, eh ben, c'est assez frais. Mais le gros avantage, c'est que ce visa biométrique est remis pour 5 ans, uniquement par la France. Donc là aussi, ça a été une grande déclaration donc, du ministre Fabius en disant oui, il y a une complexité, la biométrie, mais écoutez, on va compenser en vous donnant ce visa pour 5 ans. Donc c'est vrai que bon, ça peut stimuler les visiteurs en disant je vais faire mon visa, je vais me déplacer, je vais peut-être payer une nuit d'hôtel, etc. Mais j'aurai mon visa pendant 5 ans, au moins pendant la durée de validité du passeport, 6 mois avant la fin de validité du passeport. Donc c'est intéressant puisque pendant 5 ans, ils ne vont plus avoir besoin de se déplacer pour faire photo et empreinte digitale. Donc voilà. Mais par contre, les Chinois sont très au courant que les États-Unis ont mis la biométrie depuis très longtemps. Donc, ils trouvent que c'est tout à fait normal que l'Europe mette en place la biométrie. Voilà. Donc, ça les rassure et c'est tout à fait normal. Les acteurs principaux sur le marché, je vais passer très vite pour vous donner un ordre d'idée, mais tout s'affiche ici. Donc, il y a des gros tours opérateurs, bien évidemment, sur le marché chinois. Nous, on ne travaille pas avec les 800, bien évidemment. On travaille peut-être avec 30. Les plus importants, c'est les plus spécialisés sur la France, oui, bien sûr. Donc, il y a d'importants opérateurs sur le marché. Il y a des opérateurs en Europe, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a des opérateurs également sur Paris, mais qui ne sont pas de grande taille, malheureusement. Donc, pas de grande taille. Donc, c'est surtout sur le marché Europe que l'on peut travailler. Le marché du tourisme d'affaires, dans sa globalité, représente seulement 20%, dans sa globalité chinoise. Hein. Donc, c'est 80% loisirs, 20% affaires. Sur Paris, on a très peu de tourisme d'affaires, mais quand même, on a des gros incentives qui commencent à arriver sur Paris, puisque début mai 2015, on a eu le grand groupe de 6400 personnes. Je pense que vous avez vu ça dans la presse. Voilà. Et donc, ça a été un gros test. Donc, c'est vrai que toutes les équipes d'Atout France étaient au garde à vous. Les équipes de l'Office étaient au garde à vous. Et donc, pour réussir ce premier groupe de 6400 personnes, on en a eu avant, mais pas d'aussi gros. Et il fallait réussir parce que le retentissement était bien évidemment important. Donc on a réussi, donc on a eu d'autres groupes et on en aura d'autres. Donc voilà, donc on sait gérer 6400 Chinois sur Paris, donc c'est quand même bien. On arrive à la conclusion, quels sont les enjeux majeurs sur ce marché ? La croissance chinoise, oui, c'est un enjeu, mais la croissance chinoise va évoluer à 7%. Il y a eu une petite dépréciation de la devise également. C'est évident qu'un marché qui booste à 10, 12, 14%, ne peut pas toujours booster à 10, 12, 14% tout le temps. Donc il faut quand même comprendre que la croissance peut un peu s'aplanir. Tout est contrôlé en Chine. On n'a pas trop de soucis à se faire. On a posé la question récemment, j'étais devant mon poste de télé, à Jean-Pierre Raffarin, qui est un grand spécialiste de la Chine. Le journaliste disait, est-ce qu'on doit s'inquiéter de la baisse de la croissance chinoise? Donc M. Raffarin a dit, surtout pas. Tout est contrôlé, tout est géré. Il vaut mieux une croissance dans la normalité qui dure à 7%. Et puis M. Raffarin a conclu en disant, bien sûr, on n'a pas de leçon à donner à la Chine. Et je crois que c'est la vérité. On n'a pas de leçon à donner à la Chine. La dépréciation de la devise, qui est très faible, mais quand même c'est un enjeu, il faut suivre. L'évolution des villes secondaires, je vous l'ai dit, toutes ces villes secondaires boostent. Si vous pensez que les villes secondaires ont 200 000 habitants, vous vous trompez. Les villes secondaires ont 1 million, 1,5 million d'habitants, c'est époustouflant, voilà. La nouvelle procédure des visas biométriques, mais je pense que ce n'est pas un enjeu terrible. On va s'habituer, on s'y fait, on est équipé. Il est question aussi d'avoir des boîtiers mobiles sur des villes où il n'y a pas de centre de visa, des boîtiers mobiles, donc surtout pour la clientèle affaires. Vous voulez faire un congrès à Paris, écoutez, on va se déplacer, on va venir voir les gens, on va leur donner un rendez-vous dans un endroit, il y a des boîtiers mobiles, ça se met en place. Le développement des ventes en ligne, donc ça c'est vrai que ce n'est pas anodin puisque se développe à croissance fulgurante. La progression des segments de clientèle, on l'a vu tout à l'heure, et il y a un segment qui me fait vraiment beaucoup plaisir, c'est le segment des familles, puisque avec la peur de l'immigration
clandestine chinoise, à juste titre d'ailleurs, empêcher les enfants de voyager, les petits-enfants chinois, parce que s'ils ne voyagent pas, on peut imaginer que les parents vont rentrer en Chine pour s'occuper de leur enfant, unique, de leur enfant. Et donc, il y a des assouplissements et tout, donc on permet maintenant aux parents d'emmener leurs enfants. Et c'est vrai que la dernière fois que je suis partie en Chine, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle d'embarquement d'Air France pour repartir en Chine, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà, des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que d'abord, ça c'est bien, et deuxièmement, ça nous fait des clientèles supplémentaires pour l'avenir. Donc voilà, donc le segment des familles est à bien sûr travailler. Les voyages thématiques, oui, hein, le vin, le champagne, le parfum, tout ça, ça marche. La musique, on l'a vu tout à l'heure, musique classique, donc les voyages thématiques. Pour Paris, les enjeux sont là, la sécurité. Bon, je passe ce qui s'est passé sur les attentats, puisque c'est un sujet qui est ponctuel, qui nous a fait mal, bien sûr, bon, bien sûr, sur tous les niveaux, mais sur le plan touristique, y compris sur la Chine, puisqu'on enregistre quand même une petite baisse des clients chinois sur Paris en ce moment. Donc, bien sûr, on fait ce qu'il faut. Hein, c'est pas, la ville n'est pas mise en cause, c'est la confiance. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Donc, bien sûr, il y a des mesures qui sont prises. La plus grande part des clients individuels et leurs attentes, donc il faut répondre. C'est là l'enjeu aussi de notre travail à l'office, c'est répondre aux attentes des clients individuels. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelles sont leurs attentes? Ils ont fait des dégustations de vin au premier voyage. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour leur second voyage? C'est peut-être des cours de cuisine. On a le cordon bleu qui fonctionne très bien aussi comme adhérent, des cours de cuisine, etc., ponctuels, à la carte, etc. Donc voilà, donc c'est notre job, c'est suivre ces attentes de clients individuels. La mise en avant des produits comme le patrimoine, le culturel. Ils n'y vont pas beaucoup, mais il faut les inciter à y aller, bien évidemment. Donc voilà, donc ça, ce sont les enjeux qui sont devant nous, bien évidemment. Accueil et service, donc il y a une slide ici, et puis ensuite les personnes d'Atout France ont quelque chose à vous dire sur l'accueil et les services pour la clientèle chinoise. Alors, les attentes sont de plus en plus fortes. Le souci, c'est que ce que l'on a comme souci maintenant sur ce sujet, c'est que les Chinois sont de plus en plus exigeants sur les attentes, parce qu'ils ont de plus en plus d'argent, ils sont dans des hôtels dans Paris, ils veulent être servis, ils veulent en effet avoir tout ce qu'il faut pour leur confort. Alors on a parlé des bouilloires, on a parlé du petit déjeuner, on peut parler de plein de choses, on peut parler de porter leur bagage, on peut parler de plein de choses. Donc les attentes sont de plus en plus fortes, ils connaissent la destination, c'est pas comme au début, hein, ils connaissent pas, donc ils se demandent ce qu'ils vont avoir, mais maintenant ils s'enrichissent, ils sont riches, ils ont des attentes. Alors, il faut faire le maximum pour les satisfaire, bien évidemment. C'est la flexibilité. Il faut être flexible, il faut faire vite, il faut répondre à leurs demandes. S'ils vous demandent un paquet de cigarettes, s'ils sont Georges V, il ne faut pas leur faire payer le paquet de cigarettes. Donc ça, il faut faire comprendre ça aussi aux restaurateurs. Donc il faut avoir un maximum de flexibilité, de rapidité. Sur les requêtes exprimées. Il y a des chiffres aussi qui sont porte-malheur, porte-bonheur, donc il faut les connaître. Le chiffre 4, par exemple, il faut pas. Le chiffre 4, c'est un mauvais chiffre. Pour l'Asie en général, c'est le signe de la mort. Le chiffre 9 peut être le signe de la longue maladie. Donc il y a plein de choses comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut connaître un tout petit peu. Les chiffres sur la Chine, oui, 6, 7, 8 chiffres porte-bonheur. C'est le grand chiffre porte-bonheur. Donc voilà, après il y a plein de choses. Et ce sont des gens qui sont superstitieux, il faut le savoir. Donc il y a des couleurs, il y a plein de choses. Il y a des étages, il y a la façon que le lit soit mis dans la chambre. Donc il y a plein de choses à savoir. Bon, c'est comme ça. La nourriture chinoise, donc essentiellement nourriture chinoise. De plus en plus, bien sûr, les Chinois mangent français, hein, ils peuvent manger occidental. Un repas, 2 repas, mais principalement, c'est la nourriture chinoise. On commence à être saturé sur les restaurants chinois à Paris. Donc, c'est pour ça aussi que les Chinois vont de plus en plus dans les restaurants français. Bon, ils y trouvent leur compte. Hein, quand vous les voyez dans les brasseries, ils sont très contents. Ils mangent leurs fruits de mer, ils mangent
leurs pièces de bœuf, leur foie gras, etc. Donc ils y trouvent leur compte, mais c'est vrai que de plus en plus, avec le plus de Chinois, bien sûr, ils doivent manger, donc ils sont de plus en plus dans les restaurants français. Le shopping, éviter de passer trop de temps, donc ils n'aiment pas trop passer du temps partout, donc le shopping doit se faire très vite. C'est pour ça qu'ils vont bien évidemment dans les grands magasins où tout est dans un espace réduit, je dirais, mais assez limité. La carte Cup, il faut en parler, c'est la carte chinoise de crédit. Il faut que vous ayez la carte Cup si vous avez besoin d'avoir une carte chinoise de crédit. Il y a un représentant sur Paris. On peut vous donner les contacts. C'est lui qui s'occupe d'installer cette carte Cup chez vous. Et ça facilite les choses. Il faut l'avoir. Maintenant, sur Paris, elle est assez répandue dans les hôtels, partout, dans les restaurants. Les Chinois peuvent payer avec leur carte chinoise. Et avoir du personnel parlant chinois. Donc ça, maintenant, c'est de plus en plus fréquent dans Paris, que ce soit les restaurants, les hôtels, les boutiques. Bien sûr, il faut parler chinois. La majorité des Chinois ne comprennent que très peu l'anglais, donc il faut avoir le maximum de traduction, il faut tout traduire. Tout, que ce soit la lettre de bienvenue, que ce soit l'explication du coffre dans la chambre de l'hôtel, des fois on oublie, mais bon, que ce soit le pressing, si le Chinois veut donner son pantalon à repasser, il n'y a pas d'explication, donc il ne va pas le donner à repasser, c'est clair. Donc voilà, donc il faut tout traduire, il faut le mettre à l'aise, il faut lui donner donc les informations essentielles en chinois. Oui ? Ça, je ne crois pas. Non. Carte de métro en chinois, oui, c'est une bonne question, mais je ne crois pas. On peut poser la question, mais je ne crois pas. Plan de Paris, on a un plan de Paris en chinois. Alors, les plans de Paris, c'est une question. L'Office du tourisme édite un plan guide en chinois, mais c'est un plan guide qui est fait dans plusieurs langues. Donc, c'est un plan d'accord de Paris, du métro, etc. Et ensuite, vous avez beaucoup d'explications dans ce plan guide, où sortir, où aller manger, etc. Donc, toutes les explications sont dans les langues du plan guide, un plan guide en portugais, un plan guide en japonais, etc. Mais la carte du métro ne change pas. Ce qui veut dire que nous, sur le plan de l'Office, on est un petit peu pénalisé puisqu'on n'a pas un plan de métro dans les langues avec les monuments inscrits dans les langues. Par contre, tout ce qui est grand magasin, donc en effet, galeries, printemps, etc., eux, ils ont les explications en chinois. Le métro en chinois. Donc si vous voulez des plans guides, des plans en chinois, il faut vous adresser aux grands magasins. Sinon, l'Office, oui, il y a un plan chinois, mais la carte du métro n'est pas en chinois. Oui. Voilà. Donc voilà. Mais le plan RATP, on peut poser la question. Quels sont, alors on aime bien mettre ça, quels sont les conseils pour développer votre part de marché? Parce qu'après tout, c'est ce qui vous intéresse. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon business pour le marché chinois? Alors, la première chose à faire, c'est vous faire connaître auprès des réceptifs. Alors, à Paris, il y a un bon nombre de réceptifs chinois. Alors, un bon nombre, ça veut dire au point de... Nous, on en a identifié à peu près une vingtaine qu'on connaît, donc on a l'habitude de travailler avec eux, bien évidemment. Il y a des réceptifs qui sont basés à Paris, en Allemagne et à Londres. Donc déjà, c'est à portée de main. On peut vous aider, bien sûr. C'est à portée de main, mais quand on contacte les réceptifs des Chinois, il faut bien évidemment leur donner quelque chose d'intéressant. Parce que, vous savez, les Chinois, si vous n'êtes pas intéressant pour eux, vous avez peu de chances pour que ça prenne. Un exemple, quand on fait nos missions à l'étranger, là, on va avoir 26 professionnels parisiens qui sont connus. C'est le Lido, les galeries, des hôteliers. Bon, monsieur de Roquefeuille nous rejoint. Ils ont l'invitation avant. Ils ont la liste des partenaires avant, mais je peux vous dire une chose, c'est que quand ils rentrent dans la salle où nous sommes, ils savent déjà dans leur tête ce que chaque établissement, d'abord ils savent qui ils vont le voir, et ils savent exactement combien l'établissement en question va leur rapporter. Hein. Ils ont déjà dit, je vais voir par exemple le Lido, le Lido je vais le visiter, il faut que je négocie le contrat pour tant de visiteurs et tant d'argent pour Paris, c'est une manne financière pour tout le monde, il n'y a pas que pour les Chinois. Dans les programmations, dans les programmes, c'est Paris qui compte.
Il y a la France, mais c'est Paris. Le business financier, c'est Paris. Quand ça baisse, comme les Japonais là, qui baissent énormément, il y a moins 40% sur les TO au Japon, c'est très ennuyeux pour leur chiffre d'affaires, pour garder le personnel. Donc ils restructurent et ils ferment. Et il y a des choses qui se passent. Les Russes, c'est la même chose. Donc il faut se dire une chose, et c'est pour ça que nous, dans nos opérations, on reste très modeste, parce qu'on représente Paris, on représente le maximum pour eux. On représente, c'est très important, mais on reste modeste. On n'est pas là, on sait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument, quand vous rencontrez des acteurs chinois, il faut que vous leur vendiez quelque chose qui les intéresse. D'où la prospection avant, mais qu'est-ce qui les intéresse, comment je vais vendre la chose, etc. Donc, c'est vous faire connaître, mais surtout bien présenter votre produit et que ça puisse... donc, il faut vous documenter, il faut suivre, mais on peut aussi vous aider là-dessus. Ensuite, c'est les relations de confiance. C'est-à-dire que quand vous avez accroché avec un réceptif ou un interlocuteur chinois, c'est la confiance. Alors là, après, il ne faut surtout pas le décevoir. Tout ce qu'il vous demande, il faut répondre dans 2 heures, en 2 heures de temps. Il faut faire attention au décalage horaire. Donc, c'est la confiance. Il vous demande quelque chose, il faut répondre. Il faut vous mettre en 4. Il faut, si vous ne pouvez pas, il faut lui expliquer, mais il faut bien lui expliquer, ou il faut l'orienter vers quelqu'un d'autre. Donc, il faut persévérer et il faut patienter. Ce n'est pas tout de suite. Se déplacer dans le pays avec l'OTCP, donc ça c'est ce qu'on peut vous recommander de mieux, puisque nous on fait une promotion de la ville de Paris, tous nos outils sont promotion Paris, donc promotion Paris, se déplacer dans le pays 1 fois par an. Si vous pensez que nos opérations sont chères, vous faites une erreur. Donc voilà, donc on n'est pas cher du tout, on n'est pas là pour vraiment vous demander de l'argent, on est là pour vous faire participer à une opération que l'Office met en place. En général, les partenaires mettent 1/3 du budget et l'Office met 2/3 du budget. Voilà. Votre site internet en chinois, donc déjà il faut commencer par ça aussi, c'est important. On a des prestataires qui peuvent vous aider. On a un cabinet qui travaille avec nous depuis 18 ans, Pacifica, sur les Champs-Élysées, donc n'hésitez pas, il faut travailler avec ce cabinet qui nous connaît, qui sait ce que l'on veut, comment est-ce que l'on veut, etc. Donc il peut vous aider dans le site internet, il peut vous aider dans les traductions. Donc voilà, donc il faut vous équiper sur le chinois, bien évidemment. Ensuite, un point fort aussi pour moi, c'est la valorisation des endroits autour de votre site. Bon, vous êtes peut-être mobile, mais il y a des lieux de sites, des sites, eh bien, il faut valoriser les endroits autour du site. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un restaurant chinois? Est-ce qu'il y a une boutique de luxe? Est-ce qu'il y a un musée? Est-ce qu'il y a ça? Donc, Paris, c'est une destination, mais votre site est également une destination. Il faut faire venir le chinois à Paris, mais après, il faut le faire venir chez vous. Donc, il faut trouver tout ce qui peut les attirer. Ensuite, c'est nommer un référent au sein de votre organisation. Alors, c'est ce que j'ai fait. Pardon. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai eu l'honneur de faire, le grand plaisir de faire à l'hôtel Georges V. Quand je suis arrivée pour le Japon à l'hôtel Georges V, on m'a dit, Patricia, vous faites que le Japon, vous nous amenez beaucoup de Japonais, vous vous occupez des Japonais, vous faites l'accueil en japonais, vous formez les équipes de l'hôtel pour le japonais, etc. J'étais le référent donc pour le Japon. Et donc, je pense que c'est très utile, c'est très important. Si vous avez dans une structure une personne qui a une sensibilité pour le marché russe, pour le marché indien, pour le marché chinois, etc., il faut la détecter et il faut la responsabiliser. Il faut lui dire, parle donc de la Chine à tes collègues, etc. C'est très important parce que même vous, si vous donnez des messages, ça ne suffira pas. Donc, il faut avoir un référent au sein de votre organisation. Fidéliser la clientèle sur place, donc c'est vraiment plus facile de fidéliser une clientèle sur place plutôt que d'aller la chercher à 10 000 km et se fatiguer. Parce que tout ce que l'on fait, c'est quand même un petit peu fatigant. Voilà, donc à l'Office du tourisme, c'est vrai qu'on peut toujours vous aider. Vous êtes membre ici du Welcome City Lab, donc on peut toujours vous aider. Vous avez mon contact ici. Je suis toujours disponible, je suis toujours là pour vous aider. À l'Office, on adore aider les partenaires qui démarrent. On a l'habitude de dire des petits partenaires, entre guillemets. Donc, c'est toute notre valeur ajoutée. C'est de mettre en valeur des partenaires qui démarrent sur les marchés. Les grands partenaires ont moins besoin de la valeur ajoutée de l'Office. Ils nous aident à justement aider les partenaires qui démarrent.
Donc il faut, nous on aime beaucoup ça. Donc on est là pour vous aider, on est là pour vous donner des conseils. Ici vous en avez des conseils, mais si vous avez besoin de conseils plus spécifiques sur des marchés, il ne faut pas hésiter à nous demander, à nous téléphoner, à nous poser des questions parce qu'on peut toujours vous aider. Alors je voulais vous dire un très grand merci de votre attention. Je vois que vous êtes très captivés. Je vous en remercie parce que ça vaut le coup. Nous, on a une expertise de 18 ans, donc c'est vrai que ça nous semble plus facile, mais on est là pour transmettre les données, on est là pour être transparent, on est là pour vraiment diffuser tout ce que l'on sait, donc ça ne nous pose aucun souci. Voilà. Alors, je vais continuer cette présentation, ça va être Bénédicte, je crois. Donc, Bénédicte, je pense que je vais faire échappe. Et donc, l'équipe d'Atout France qui a un message à vous donner, notamment sur l'accueil. Je ne sais pas comment tu fais là, hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais tu vas bien. Voilà. Et puis bon, je n'ai pas demandé si vous aviez des questions, mais peut-être. Oui, pendant que tu installes, c'est une idée. Des ventes en ligne, oui. C'est des ventes en ligne des Chinois pour des produits français, oui, mais des produits mondes. Ce n'est pas des produits français. En Chine. En Chine. Alors, quand ils sont à Paris, bien sûr, il y a des sites qui peuvent les aider il y a des sites qui peuvent les aider quand ils sont à Paris, et il y a aussi des acteurs ici qui peuvent les aider. Hein. Donc, il y a des acteurs, je peux parler de Paris City Vision, par exemple, qui peuvent les aider, puisque Paris City Vision peut, par exemple, vendre des options en chinois, de surcroît, pour aller visiter Giverny, le Château de la Loire, etc. Donc, voilà. Oui. Oui, oui, oui. Alors, les voyages groupes sont très importants puisque c'est le premier voyage qu'ils font en Europe et ils ne parlent que chinois. Donc, pour eux, c'est important, d'une part, de visiter les pays et deuxièmement, d'être avec des Chinois parce que n'oublions pas que les Chinois aiment bien être en groupe. Chinois individuels, il n'y en a pas, hein, je ne trouve pas. Ils sont toujours groupés. Donc, ils aiment bien la vie de groupe et ils parlent chinois. Donc, ils trouvent ça bien. Quand ils ont fait un premier voyage en groupe, donc de 30-40 personnes quand même, ils se disent, on va retourner. Alors là, il y a deux solutions. Soit ils retournent en individuel, c'est-à-dire ils peuvent retourner avec des amis, ils peuvent retourner en famille, ou ils retournent en petits groupes de 10 ou 12. Ça existe aussi. Et refont. Soit, alors après, ils vont choisir 2 ou 3 pays, ou simplement la France, bien évidemment. Il y a des voyages France qui existent. Moi, je parle de Paris, mais si en France, ils peuvent aller partout en France. Les Chinois sont de plus en plus en France. Ça peut être le Bordelais, ça peut être Dijon, ça peut être Reims, ça peut être la Normandie, ça peut être... Les Chinois, maintenant, on en trouve partout. C'est comme les Japonais avant. Donc, voilà. Et après, les voyages individuels, oui, ils peuvent les faire. Donc, c'est soit en petits groupes, soit en famille, etc. Des jeunes aussi qui peuvent voyager, qui sont plus hasardeux, on va dire, pour voyager. Mais la majeure partie encore de nos clients, c'est encore des groupes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de perspectives heureuses de ce marché. Si on voit ce que le marché japonais a donné, le marché japonais, tous les marchés, c'est comme ça, c'est l'Europe et après l'individuel. Et l'individuel a beaucoup d'argent. Il peut rester plus longtemps. Il reste déjà 5 nuits, une semaine sur Paris. Il y a ça, ou alors il peut venir 2-3 jours sur Paris. Il prend un avion, il va voir un match de foot et il repart. Ça, c'est aussi possible. Hein. Une question sur la typologie justement de son clientèle chinoise que vous évoquez, des chiffres dans les grandes lignes, à savoir 1 700 000 visiteurs, 80% sont des groupes, un panier moyen à 1 500 €. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Quelles sont les occupations? Est-ce qu'on a des segments peut-être qui se détachent? Les groupes de Chinois ont des programmations plutôt classiques.
Ils viennent pour la première fois, donc je vous l'ai dit, hébergement en périphérie. Après, ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font visite du Louvre, Mona Lisa, donc au pas de course. Ils font Château de Versailles. Ils vont faire une croisière sur la Seine, une croisière, pas déjeuner-dîner, et ils vont faire peut-être un cabaret en option, c'est possible. Ils vont manger chinois, et c'est à peu près tout ce qu'ils font. C'est le Paris classique que vous connaissez, et qui se fait donc en bus, hein, et qui se fait relativement rapidement. Prise de photos, bien évidemment, et dans tout ça, c'est le shopping qui prend le plus de temps. Donc, ils peuvent passer une demi-journée dans un grand magasin pour faire le shopping. Et la durée, c'est à peu près 2 nuits. Donc à peu près 2 jours et demi sur Paris, donc ça va très vite. Donc ça, c'est un segment de clientèle dont, c'est vrai, on ne s'occupe pas. Parce que ça, c'est les 80%. Donc ça, on ne s'occupe pas trop parce que tout est rodé. Il y a des tours leaders de Chine, etc. On n'a pas grand-chose. Toute la valeur ajoutée que l'on a, c'est justement sur le deuxième voyage. Et sur cette clientèle individuelle riche qui commence à venir. Et les 300 000. Et ça, ce sont des produits, ce sont des visites. Alors, on leur vend les dégustations de vin. Ils vont passer 1h30. Ils ont le temps. Et les cours de cuisine, c'est visiter Paris autrement. C'est peut-être se déplacer avec les 2 chevaux, 4 roues sous un parapluie. C'est peut-être visiter une boulangerie, une pâtisserie, des choses comme ça. C'est peut-être visiter le centre Pompidou avec plus de temps. Donc voilà, donc c'est tout à fait autre chose. Ce sont des gens qui ont plus de temps, qui ont compris, donc notre valeur ajoutée, elle est là. Et c'est pour ça qu'on essaye de vendre le maximum de produits. Il y a la Tour Montparnasse aussi qui fait partie un petit peu de ces visites de groupe du Paris classique. La vue, n'oubliez pas, il y a la Tour Eiffel, je ne l'ai pas citée, mais ça fait partie aussi du Paris classique. Dégustation, les compagnies qui organisent des dégustations prennent des traducteurs chinois. Oui, tout à fait, ils sont organisés. Il y a toujours soit ils ont ou soit ils appellent et c'est préférable, bien évidemment. Oui, oui. Beaucoup, de plus en plus, oui, merci, oui. Un pays concurrent aussi. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est très petit, hein, c'est 1%, 2%. Donc, c'est la clientèle jeune branchée, puisque vous le savez, qu'il y a des patrons de sociétés qui sont très jeunes. Nous, on a visité une société d'agence en ligne où il y avait 1000 employés, et puis on avait rendez-vous avec le directeur. Donc, voilà, ben oui, déjà les employés, on a vu l'âge, hein, c'est très très jeune. Et le directeur, eh bien voilà, il est arrivé en jean, chemise ouverte, il n'avait même pas 30 ans. Et c'était le directeur. Donc on a toute cette jeunesse chinoise qui pousse, qui a plein d'idées. Ils ont plein d'idées, ils sont très inventifs, très créatifs, voilà, et qui ont les moyens, qui s'enrichissent parce que la Chine, c'est un pays d'argent. Les Chinois, vous savez très bien qu'ils aiment l'argent, ils aiment jouer au casino, etc., etc. Donc, ils font tout pour s'enrichir. Donc, on a toute cette jeunesse chinoise qui vient sur Paris, mais eux, ils sont sur un segment différent. Ils sont sur un segment de prestige, de visite autrement, d'étoiles et Michelin, etc. Il y a beaucoup d'étudiants. Alors, il y a beaucoup d'étudiants chinois sur Paris, puisque c'est la première nationalité en tant qu'étudiant étranger sur Paris. Donc il y a beaucoup d'étudiants chinois et il y en aura de plus en plus puisqu'il y a eu une volonté de la part de la France d'augmenter le nombre d'étudiants chinois. Donc mobile, les étudiants chinois, oui. Oui, alors la stratégie, oui, on a des réseaux sociaux à l'office, bien sûr, on travaille ça. C'est la région Paris-Île-de-France qui a en effet ouvert le WeChat en chinois. Alors, ah ouais, mais ça, je ne sais pas là, hein. D'accord. J'ai une autre question justement concernant cette nouvelle génération Oui, d'étudiants, oui. facile, mais les étudiants ne sont pas tous
Non, tout à fait. Tout à fait. Votre Bah, expérience justement de la Chine vous fait penser que ces jeunes voyageurs chinois ont plutôt des adore hébergements Paris. type Airbnb, type auberge de jeunesse, où ils peuvent être en groupe, de l'hébergement traditionnel? Non, mais tout à fait, tout à fait. À Paris, oui, à Paris, on a beaucoup d'auberges de jeunesse. Comme vous le savez, on a eu 3 ou 4 auberges de jeunesse qui ont ouvert. Magnifique auberge de jeunesse. Je vous encourage à les visiter parce que moi, j'étais restée sur une auberge de jeunesse, bien sûr, d'avant. Et là, si vous visitez les Pioles, par exemple, je vous encourage à aller voir avec la terrasse, etc. Impressionnant, hein, les comptoirs, les restaurants, l'ambiance de ces auberges de jeunesse et tout, à un prix de chambre tout à fait dérisoire, à tel point qu'il y a des groupes même qui interrogent les auberges de jeunesse maintenant à Paris. Donc oui, enfin, Monsieur de Roquefeuille est un spécialiste aussi un petit peu de la Chine, donc je pense que les étudiants, ils sont dans tout ce que vous dites. Que ce soit des étudiants chinois ou des étudiants français ou des étudiants, ils trouvent tous les modes d'hébergement, peut-être chez l'habitant, peut-être chez les Chinois, etc. Et les étudiants chinois adorent Paris. Donc ils sont très bien à Paris, ils veulent rester à Paris. Paris, c'est une aura extraordinaire pour les Chinois. Hein. C'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est pas 30 000. Oui, exactement. Et je vous dis, il y a eu quelque chose qui est fait qu'on peut en accueillir plus. Oui. Bah, ça, on le vend en promotion. Le segment sport est en promotion. Là, on fait la promotion de l'Euro, par exemple, bien sûr, sur Paris. Le marathon de Paris, les Chinois, s'ils veulent y participer, il n'y a aucun souci. Hein. Mais ils sont très forts pour ça, ils savent. Ils vont chercher à qui il faut s'adresser, etc. Vous savez, les Chinois, ils ont guère de porte fermée. Hein. Oui, oui. Bon. Non, mais tout ça, ça marche, ça tourne. Hein. Ah. Bien sûr. Oui. Redites-moi. C'est où? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut aller à Paris. Ça fait partie du must qu'il faut faire. Et je dirais même que Paris passe avant les États-Unis, certainement. Hein, les États-Unis. Paris passe avant. Paris, c'est la première chose qu'ils veulent faire. C'est visiter Paris. Et quand ils font un tour d'Europe, ils finissent par Paris. Hein, parce que d'abord, ils ont plus de temps. Ils gardent plus de temps pour Paris parce qu'il y a le shopping. Donc, c'est l'intérêt de notre ville. Hein. Mais vous avez raison. Oui, c'est prestige social, c'est Paris. Autre question? Ah, les guides touristiques en Chine, on peut vous donner les contacts. On peut vous donner il y a très peu de guides touristiques, oui, Chine, mais on peut. J'ai eu ça dans mes dossiers, donc peut-être que je. Alors, comme ce sont encore des voyages de groupe, donc c'est pas utilisé parce que voilà, mais c'est pas trop utilisé. C'est pas autant utilisé que sur le marché japonais où les Japonais sont tous avec leur guide, ils savent avant de partir ce qu'ils vont faire, ils ont tous leurs guides, etc. Mais si ça vous intéresse, vous allez me donner votre carte et je tâche de vous donner les guides, un ou deux, en tout cas guides chinois. J'ai eu connaissance de ça à un moment donné. Autre question, c'est bon, madame. Deux.
Non. Non, non, non. Monsieur de Roquefeuille, vous avez une idée là-dessus Oui. Citrip, c'est le plus gros. Ah, en international, en international. Bon, ah, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais après, dans les réservations, vous avez tout ce qui est Travco, Gulliver, c'est tout ça. Hein. Travco, les réservations hôtelières, ils passent par ça. Et puis, il y a des centrales de réservation asiatiques, typiquement asiatiques aussi, hein, qui sont dans la région Asie. Mais oui, Booking.com et peut-être TripAdvisor, peut-être, oui, bien sûr. Les accompagnateurs de guides chinois sur Paris, sur Paris. Ben, oui, oui. Alors, sur Paris, il y a une association des guides. Il y a une association des guides professionnels chinois qu'on connaît très bien et avec laquelle on travaille, bien évidemment. Et après, vous avez d'autres guides. Donc, en effet, ça peut être des étudiants. Donc, parce que le souci qu'on a, mais bon, c'est un souci heureux peut-être, mais bon, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de visiteurs et on n'a pas assez de guides. Hein. Donc, que ce soit pour les Chinois, les Coréens, les Japonais, etc. Donc, en fait, les gens se débrouillent, hein, les tour opérateurs, les agences se débrouillent pour avoir un peu des accompagnateurs, ils appellent ça, c'est pas des guides, mais c'est des accompagnateurs qui peuvent accompagner et à la limite qui peuvent aussi un petit peu commenter. Mais oui, 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 les guides sont impérativement nécessaire. Et malheureusement, on n'en a pas assez. Donc nous, on est en relation aussi avec les organismes qui organisent les examens pour leur dire faites rentrer plus de Chinois, faites rentrer plus de Japonais, de Coréens, parce qu'on en a besoin sur Paris. Mais on est en manque de guides, tout à fait. Mais ils sont très importants, bien évidemment. Sans guide, c'est pas possible. Il y a les guides certifiés, monsieur, l'association des guides chinois à Paris, et ensuite il y a en effet d'autres accompagnateurs chinois, donc alors ils peuvent soit venir de Chine parce qu'ils accompagnent le groupe, ou soit sur Paris, à la chinoise, ils se débrouillent avec des étudiants, etc. Hein. Là, je dis que quand les Chinois s'intéressaient par la pâtisserie, les vins, etc., on n'a pas besoin d'un guide certifié pour éviter que la pâtisserie est chocolatée crème. Je sais qu'il y a une grande controverse, effectivement, comme chez les taxis, on voit des guides certifiés, etc. Ouais. Ouais, c'est tout un sujet, ça. Est-ce que guide français, non, s'il parle chinois, il n'y a pas de souci, hein, au contraire. Guide français, il faut parler chinois. Oui, oui, non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est plutôt vous, non, ça? C'est ce que. Redites-moi la question, j'ai pas très bien compris. Non. C'est quoi les produits? C'est quoi? D'accord, d'accord. Non, ça, je ne suis pas au courant, mais on peut se renseigner par Atout France, peut-être en Chine, mais je ne suis pas du tout au courant. Oui, 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 oui. Je ne sais pas.
d'accord, d'accord. Non. Comment? Amazon chinois. Je sais pas. Je sais pas quoi. Bon, on peut en parler, mais je ne suis pas au courant. On peut se renseigner, mais je ne suis pas au courant. Mm. Autre question? Marché chinois? Bon, je pense que ça vous a intéressé, ça vous a été utile. Donc, vous voyez qu'on est motivé. Donc, toutes vos idées, toutes vos nouvelles idées pour ce marché, c'est très important. Parce que quand même, on a une bonne image là-bas. Hein, en effet, start-up, innovation, très très bonne image. Donc, voilà. Bon, ben merci, puis à bientôt. Si vous revenez le 1er avril, vous me reverrez. Hein pour l'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi important. Bon, alors je présente Bénédicte d'Atout France. Donc Atout France, qui est une très très belle, bien sûr, organisation qui vend la France, qui travaille beaucoup avec l'OTCP, bien évidemment. Donc voilà, bon, il y a quelques slides très, très vite pour compléter un petit peu ce sujet. Oui, merci Patricia. Patricia, on se connaît depuis longtemps, est une très grande professionnelle de tous ces marchés. Et là, merci de cette présentation extrêmement pointue. On voulait juste dire 3 mots. Hein. On n'était pas là pour rajouter quoi que ce soit. On voulait juste vous parler donc de deux sorties récentes, d'une publication d'une part et puis d'un MOOC. Je vais vous parler de ça. Atout France, c'est donc l'agence de développement touristique de la France. Effectivement, un bureau à Pékin depuis 1999. Je me souviens de Monsieur Zhou que j'avais au téléphone le matin. On attendait un petit peu le temps qu'il prenne son taxi parce qu'à l'époque c'était important puisqu'il était directeur du bureau Atout France de venir en taxi au bureau. Enfin bon, voilà, tout ça a beaucoup changé. Hein, Patricia le sait. Voilà, et maintenant l'ouverture d'un bureau à Shanghai avec 3 personnes. Donc une 3e qui va arriver bientôt et qu'on a interviewé déjà chez nous. Voilà, grâce au soutien du Quai d'Orsay puisqu'effectivement le tourisme est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Alors je présente Claire à mes côtés, Claire Weiss qui est au bureau, qui est chargée des études et plus particulièrement qui a suivi, qui s'est occupée d'une étude récente sur l'accueil des Chinois. Voilà. Donc c'est vrai que quand on a vu cette matinée, on a proposé que Claire vous donne juste le sommaire de cette petite étude qui est sortie très récemment. Et puis moi-même avec une autre casquette, je prendrai le relais sur également un autre produit qu'on vient de développer à Atout France qui est un MOOC. Sur l'accueil des clientèles internationales, donc un cours en ligne, voilà, qu'on vient d'ouvrir avec comme première discipline les Chinois. Voilà, donc on voulait juste vous faire deux petites pointes d'infos là-dessus. Donc Claire, je te passe la parole. Merci. Donc en fait, le point de départ de cette publication, c'était de se dire qu'il y a 2 ans, la DGE a sorti une petite étude, un 4 pages, où le taux de recommandation des clientèles chinois quand ils rentraient de voyage, n'était finalement que de 60%, contre 90% pour des Russes, ou 75% pour des Indiens, ou 86% pour des Brésiliens. Donc il y avait vraiment un gap. Et l'idée, c'était de se dire qu'au final, l'accueil, c'était la clé pour fidéliser ces clientèles-là, augmenter ce taux de recommandation quand ils rentraient en Chine. Et donc on est parti de ce point de départ-là pour mettre en place un petit peu un panorama de nos connaissances actuelles du marché chinois vers la France. Donc vous voyez, on a repris beaucoup de données de cadrage sur le poids de ce marché dans le monde, son potentiel. Voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les liaisons aériennes, comment fonctionne le marché du voyage en Chine, avec justement ce système des tours leaders qu'on évoquait tout à l'heure, le marché de la distribution, quel était le potentiel encore de croissance de ces classes moyennes sur lesquelles on avait travaillé. On avait fait paraître une étude en 2012. Donc voilà, on a fait tout un panorama sur toutes ces données de cadrage le plus actualisé possible, avec beaucoup d'éléments venant aussi du baromètre du CRT Île-de-France et des éléments issus des travaux de l'OTCP qui sont vraiment très en pointe et qui ont un suivi très, très pointu de l'évolution des clientèles individuelles qui, elles, ont beaucoup changé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et surtout, ce qu'on a voulu, c'est faire quelque chose de très pratique
en donnant pour chaque type de service, dans l'hôtellerie, la restauration, le shopping, dans les affaires, quelles sont les habitudes des Chinois déjà chez eux, qu'est-ce qu'ils attendent de ce service. Aller à l'hôtel, un bel hôtel, c'est quoi un bel hôtel pour un client chinois, et donc de le mettre en parallèle avec tout un tas de bonnes pratiques. On a fait un petit peu justement sur le point du petit déjeuner qu'on évoquait tout à l'heure, qui est effectivement très important, de benchmarking international. Là, vous avez 2 images, par exemple. Il y a le petit déjeuner d'un hôtel luxe à New York, donc qui est ce qui peut se faire de mieux. Et puis quelque chose, l'image d'à côté, c'est un hôtel en Australie, un petit peu plus moyen de gamme. Comment mettre en place un buffet de petit déjeuner adapté aux Chinois. Donc tout un tas d'exemples, d'éléments, de bonnes pratiques. Des petits conseils, là par exemple pour la restauration, l'importance pour les restaurateurs de valoriser les produits locaux, parce que c'est ce qui ressort de ce guide, de cette étude documentaire, c'est à quel point les clientèles chinoises sont curieuses de notre mode de vie. Et l'essentiel, c'était de se dire que pour bien les accueillir, il fallait bien les comprendre et voir quels étaient leurs points d'intérêt pour, après nous, derrière, mieux placer tout le panorama de nos produits, et puis pousser de plus en plus à ce que les repeaters aillent vers les régions françaises où finalement il y a toute une gamme de produits qui sont vraiment susceptibles de les intéresser. Toujours dans des éléments très pratiques, voilà, on a mis en place tout un tas de petits lexiques pour faciliter les traductions, dans les chambres d'hôtel, quels sont les éléments totalement indispensables, ce qui est un petit peu plus facultatif. Revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, les choses qui peuvent être un petit peu bloquantes, comme le chiffre numéro 4. Voilà, il n'y a pas d'étage numéro 4 dans beaucoup d'ascenseurs chinois. Enfin, c'était pas du tout anecdotique. La façon de placer les baguettes sur une table, tous ces éléments-là. Donc voilà. Voilà, et comme on avait fait ce travail et qu'en parallèle, donc, Laurent Fabius nous avait donné comme challenge d'ouvrir un cours en ligne, un MOOC, au mois de décembre, on a décidé d'ouvrir ce cours avec la clientèle chinoise. Voilà, donc c'est un vrai complément de l'étude là, du petit bouquin que Claire a présenté. Et effectivement, ce cours s'adresse bien sûr aux acteurs du tourisme, aux professionnels français. Il est fait en partenariat avec Tourisme Academy. Il concerne 6 disciplines différentes et l'idée c'est vraiment de constituer une équipe de France de l'accueil. Voilà. Le partenariat de production fait que nos bureaux à tout France, donc ça a été le cas avec la Chine, on a passé plusieurs journées en Skype avec le personnel chinois de nos bureaux et on les a fait travailler sur tout un éventail beaucoup plus large que comment accueillir concrètement les clientèles. Donc pour cette première clientèle, les Chinois, c'était vraiment, et c'est très intéressant, c'est tout ce qu'a repris tout à l'heure Patricia, c'est que avant de les accueillir, il faut comprendre ce pays, il faut savoir quelle est leur situation politique, économique, connaître la composition de la famille, la sociologie. Par exemple, on n'a pas parlé de l'enfant unique, qui est une politique qui est en train d'être d'être élargie récemment. On a parlé de ça, mais qui est l'enfant roi, donc qui dans une famille qui va venir en France est aussi quelque chose d'important à prendre en compte. La façon dont ils partent à l'étranger. Ensuite, toute une partie sur la préparation du voyage, effectivement, le fait de faire des économies, le fait de partir à plusieurs, de revenir avec des cadeaux, ça c'est quelque chose de très important. Tout ce shopping, c'est bien sûr pour le rapporter. Tout ce qui concerne le digital, je vois que vous êtes des spécialistes, il y a eu beaucoup de questions. Donc ça évolue beaucoup, mais notre bureau Chine nous a beaucoup aidé sur cette partie-là, les comportements sur place, les habitudes alimentaires, les règles de l'accueil. Et puis dans un troisième niveau, vraiment, comment travailler avec les pros, comment leur tendre notre carte de visite, est-ce qu'on serre la main ou on la serre pas, est-ce que voilà, le sourire, la distance à prendre. On a vraiment essayé d'aller dans le très concret. Voilà. Alors c'est un apprentissage sur une plateforme qui a été créée, pour la petite histoire, par l'ancien directeur de Google France qui s'appelle Jean-Marc Tassetto, et donc Tourisme Academy a hébergé ce programme dessus. Je vous en fais pas une démonstration là aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site MOOC Accueil France et puis on a préparé une petite plaquette pour ceux que ça intéresse. Ces cours se passent donc au rythme que vous voulez sur tout support. Il y a
une quinzaine de vidéos par pays, hein, donc par exemple sur la Chine, qu'on suit en plusieurs niveaux, avec des quiz, avec un système de classement, avec des badges, avec la possibilité de coacher les autres. Moi, je vais proposer à Patricia de devenir coach sur le MOOC Accueil France, parce que je pense que effectivement, ça sera intéressant dans le forum de pouvoir rajouter au fur et à mesure des informations. Voilà, donc quelque chose qui est à la fois suivi par nos bureaux à tout France à l'international, donc le bureau Chine qui abonde sur le forum, et puis aussi par les équipes et puis les professionnels entre eux. Voilà, donc on en est déjà à peu près 1 millier d'apprenants sur ce MOOC. Il est ouvert jusqu'à fin septembre. Il y a des tickets d'entrée qui sont adaptés, qui sont pris en charge par les organismes de formation continue. Alors s'il y a des hôteliers dans la salle, par exemple, le FAFI vient de donner son accord pour que le MOOC soit entièrement pris en charge, les restaurateurs également, les offices du tourisme, on est en train de travailler aussi avec pour les sites, les monuments, etc., pour que les professionnels qui s'inscrivent puissent voir ce MOOC remboursé. On a aussi toute une approche avec des offices du tourisme qui offrent ce MOOC aux professionnels. Voilà. J'ai pas parlé des 6 clientèles. Il y a donc la première, c'est sur les Chinois. On a ouvert les Allemands. Derrière, il va y avoir les Néerlandais, les Belges, les Britanniques et les Indiens. Voilà, 2 clientèles émergentes et 4 clientèles. Donc, on achète pour l'ensemble des 6, c'est 24 heures de cours, donc 6 x 4, à peu près 4 heures pour les Chinois. Voilà, je voulais juste vous présenter ce programme en complément. Et puis donc, merci encore à Patricia de nous avoir donné l'occasion de présenter ces programmes. On a de l'information. Et puis, bien évidemment, Paris étant la porte d'entrée des Chinois, on est bien sûr en grande collaboration avec vous. Merci Patricia et merci à vous.